Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Je reçois un invité, je suis avec Nicolas Aubry. Salut Nico. Salut Boris. On va pas faire une rétrospective, même si on va revenir un peu sur ta carrière, mais on va surtout parler d'un métier, ou en tout cas d'un secteur du jeu de société qui est méconnu, c'est la fabrication, les aspects logistiques, et puis le travail en freelance, parce que toi tu ne bosses pas pour un éditeur en particulier, tu as ta boîte, Synergy Games, qui existe depuis 7 ans, et tu es consultant éditorial, c'est-à-dire que tu conseilles les éditeurs sur des choix notamment de production, de fabrication, mais pas que. Ça centralise largement autour de la fabrication, et puis après, suivant le profil des clients, des éditeurs qui viennent me voir, je vais les accompagner sur d'autres aspects. On va parler de ce métier, de ton parcours, et puis on va venir avec des exemples concrets. Donc tu as ramené des exemplaires de jeux dont tu as accompagné la fabrication. On va vous raconter tout ça. C'est parti. Alors Nico, on va commencer par parler un peu de ton parcours. Déjà pour être transparent, on se connaît dans la vie, hein, voilà, ceci n'est pas une pub pour autant, mais voilà, t'étais présent à mon mariage par exemple. Tout à fait. Tu travaillais dans l'ingénierie, t'étais ingénieur, et puis un jour, t'as eu l'opportunité de mettre un pied dans le monde de l'édition, mais tu connaissais déjà les jeux de société modernes avant. Est-ce que tu te souviens comment tu as commencé dans le jeu de société dit moderne ? Dans le jeu de société moderne, je pense que c'était une époque où j'ai dû commencer aussi avec les Catan. Ouais, Catan, Seven Wonders. J'ai vraiment commencé par des classiques. Je serais incapable de dire à peu près ça les remonte dates en tout cas aux années Mais 2000. moi, j'étais surtout aussi avant rôliste. Enfin, j'y suis toujours. Et puis aussi jouer à Magic énormément. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai mis le pied vraiment dans les magasins de jeux, en tout cas. C'est avec Magic. Et puis après, ça m'a ouvert aussi à rencontrer d'autres personnes, et puis à jouer à me mettre au jeu de rôle, et puis à découvrir le jeu de société avec des copains rôlistes avec qui on a sorti des jeux de société. Et voilà, et puis après, ça s'est enchaîné dessus, puis c'était devenu vraiment une passion, notamment sur les jeux experts. Maintenant, j'ai un peu plus freiné là-dessus, maintenant je m'ouvre un peu à tout, parce que l'offre est devenue énorme, et il y a vraiment plein de titres top. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler en effet en tant qu'ingénieur, j'ai voulu faire une pause et je me suis dit pourquoi pas lier ce que je savais faire, c'est-à-dire gérer des projets, avec ma passion du jeu. Et à un moment, il y a 7-8 ans, où en fait le jeu commençait vraiment à pointer le bout de son nez, à prendre son essor, et je me suis dit, il y a peut-être moyen là d'aller mettre le nez dedans pour aider à professionnaliser le milieu, et puis à aider à travailler sur des budgets, sur des plannings. Alors le truc est pas super marrant, mais quand t'es habitué à le faire, et quand finalement c'est presque naturel, et tu commences à le faire sur des projets qui te passionnent, enfin c'était génial. Ouais. Et j'ai eu cette opportunité de pouvoir mettre le pied là-dedans. Ouais, avec ce regard et cette expertise de l'ingénieur, quand tu découvres les jeux de société, tu fais déjà le lien avec ton métier, tu regardes comment c'est fabriqué ou Ouais. Au début, c'était un peu plus brouillon, mais maintenant oui. Moi, la première chose que je fais, c'est je prends la boîte, je regarde où ça a été fabriqué, je regarde la législation, si tout est bien respecté, voir un petit peu, tiens, s'il y a des choses peut-être qui ont évolué auxquelles je suis pas au courant, et puis... Ouais, ça fait partie de la veille, quoi. Ça fait partie de la veille, c'est on va dire un défaut, enfin en tout cas ça fait beaucoup rire autour de moi, autour de la table, voilà. Je vais décortiquer tout ça, et voilà. Mais c'est toujours passionnant de voir un petit peu tout ce qui se fait, et puis comment le secteur évolue, quoi. Donc on remonte en 2017-2018, et tu commences pas par créer ta boîte directement, Synergy Games, tu vas d'abord arriver chez un éditeur qu'on connaît, qui s'appelle Don't Panic Games, et tu vas faire quelques mois là-bas, vraiment en tant qu'employé pour un éditeur, quoi. Ouais, tout à fait. Quand j'ai arrêté du coup mon activité précédente, j'ai fait une petite pause 2 mois tranquille où j'ai pu bosser chez moi, faire le potager, tout ça. Puis à un moment, on me dit tiens, il y a une offre, parce que j'en avais parlé, j'ai dit tiens, je vais peut-être aller là-dedans, mais j'y connaissais vraiment personne, juste copain de copain qui était auteur, enfin bon voilà. Et justement, un copain auteur comme ça, qui retransmet une annonce de Don't Panic Games, qui cherchait un chef de fabrication, auquel j'ai postulé en me disant, tiens, pourquoi pas. Je connais la chefferie de projet, je connais les jeux de société, je suis passionné de ça.
pourquoi pas, je vais tenter ma chance. Et donc c'était donc Cédric Létardy, président de Non Panic Games, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, et qui m'a donné ma chance, et je suis allé sur Paris. Donc on a pu s'arranger, ce qui n'était pas simple parce que moi j'étais sur Lyon, mais donc j'ai consacré 9 mois de ma vie à ce moment-là, à faire des allers-retours entre Lyon et Paris, à aller habiter là-bas la moitié du temps, avec la petite famille sur Lyon, enfin voilà, c'était assez sportif. Et j'ai fait mes armes là-dedans, en arrivant finalement dans une maison d'édition, alors qui était plus petite qu'aujourd'hui à l'époque. Il venait de sortir Drakeris, parce que c'est une maison d'édition qui s'est créée sur un Kickstarter Drakeris, donc pareil, qui suit aussi des plates. Enfin voilà, c'est pas toujours évident quand on se lance. Et donc, surtout Kickstarter, c'est presque un métier à part entière. Ouais, alors à l'époque, ça se faisait plus vraiment. Enfin, c'était un esprit plus Kickstarter tel. Bah voilà. On est vraiment indé. Ouais, on est vraiment indé. On a besoin d'argent, on a besoin de se lancer là-dedans. On a besoin de souscripteurs. Il y avait déjà 1 ou 2 jeux qui étaient peut-être sortis ou qui allaient arriver. Enfin voilà. Et donc je suis arrivé là, et il a fallu apprendre tout sur le tas. Parce que l'ancien chef de Fab était déjà parti, alors j'ai pu le rencontrer quand même, mais du coup il n'y a pas eu la transition réelle qu'il y a eu, et je me suis vraiment mis les mains dans le cambouis à contacter les usines et à poser des questions aujourd'hui que je trouverais ridicules, mais qui étaient à l'époque, j'avais aucune idée en effet du métier de l'impression, tout le métier de l'impression, qui est la base de mon métier, et on en apprend tous les jours, j'en avais aucune idée. Avant, je faisais de la chimie, je faisais de l'optique. C'est ça. Donc, on peut avoir, on va dire, le cerveau pour aller poser les bonnes questions, aller fouiller, aller chercher vraiment tout ce qu'il faut. Mais par contre, après, si on sait pas, on sait pas. Et donc, tout l'intérêt, après, c'est de rencontrer les bonnes personnes, de savoir poser les questions, de savoir dire qu'on sait pas. Et je me suis formé pendant 9 mois chez eux. Ouais, ça a été très formateur en fait, parce que t'as vraiment tout découvert de cette façon-là. Je pense que j'ai pas eu trop le temps de réaliser, parce que je suis vraiment arrivé la tête dans le guidon en me disant voilà, là il y a des prods qui sont en pause parce que le chef de prod est parti, voilà, on essaye un peu de bidouiller des trucs, on a besoin de quelqu'un qui prenne le truc à bras le corps. L'avantage quand j'étais sur Paris, j'y passais 2-3 jours, c'est que je pouvais y passer la journée, j'avais rien d'autre à faire à Paris. Quand j'avais fini le soir, et je pouvais finir tard, parce que finalement je m'en fichais. Ouais, tu comptais pas tes heures. Je comptais pas vraiment mes heures, ça me plaisait ce que je faisais. On pouvait s'arrêter à midi. Alors, ce que j'ai trouvé génial, c'était de dire, du coup on va tester des jeux. Et alors c'est à midi, on sortait les jeux, et puis on jouait. Alors soit à des jeux évidemment sur lesquels on travaillait, mais aussi d'autres jeux, tiens il y a ça qui est sorti, et puis on jouait. Et ça faisait partie de notre travail. C'est-à-dire qu'on bossait à ce moment-là. C'était plus ce côté, jeu, boulot, qui était c'était assez dingue. Et puis le soir, quand je sortais, dans Paris, soit j'allais dans ma petite chambre de 14 mètres carrés, c'était pas ouf, soit j'allais dans les magasins de jeux. Les bars à jeux. Au Mésia, au Cocon Ludique. Et puis j'allais là et je rencontrais des gens, en fait. Et j'avais rencontré des gens aussi chez l'éditeur, enfin plutôt chez le distributeur de l'éditeur, qui m'a fait découvrir tout ce milieu du jeu, parce qu'on peut être assis à son bureau et puis bosser là-dessus, et puis en fait il y a tout ce qui gravite autour, tous les gens, les auteurs, les éditeurs, les influenceurs, alors il y en avait moins à l'époque, mais tous ces gens qu'on rencontre, et en fait c'est tout ce réseau-là qui est passionnant, et tout ce qui va se créer autour. Si on remonte à cette époque-là, le premier jeu sur lequel tu vas bosser de A à Z, ton premier bébé, c'est Cowboy Bebop, édité par Don't Panic Games, où là tu fais vraiment un suivi avec les auteurs, tu développes le jeu en fait, comme on appelle ça. Cowboy Bebop Space Serenade, qui est donc un deck building dans l'univers de l'animé très connu. Ça m'a appris surtout à travailler en tant que chef de projet avec les auteurs, et à travailler sur un prototype pour l'amener vers quelque chose. Donc en l'occurrence Johan Benvenuto et exactement, Florence Irex, donc à l'époque qui était pas aussi connu qu'aujourd'hui. C'était des copains, donc du coup c'est toujours des copains sur lesquels on a travaillé sur ce jeu-là ensemble. Pour l'anecdote, Johan il habite toujours à 5 km de chez moi à Lyon, alors que je travaillais de Paris avec lui, enfin voilà, Florian lui il est sur Montpellier, donc on se retrouvait souvent du coup chez Johan pour travailler sur le jeu. Tout le travail là-dessus, en plus, là où c'est particulier, c'est que c'est une licence. Donc pour un premier jeu en chef de projet sur une licence, j'ai pas travaillé avec un illustrateur, puisque finalement toutes les illustrations quand on travaille avec une licence, elles sont reprises de l'animé suivant les saisons auxquelles on a le droit et tout ça. Alors Cowboy Bebop, il y a qu'une seule saison, donc moi je ne connaissais pas en plus cet animé, je suis pas animé de base. J'ai d'abord regardé tout Cowboy Bebop, je suis allé me renseigner, je suis allé je faisais des tableaux, je notais les noms des personnages et tout ça, et c'était super intéressant parce que
vraiment de A à Z. J'ai pu travailler à la fois avec les auteurs, j'ai pu travailler aussi sur le game design. Donc eux, ils viennent avec le thème Cowboy Bebop. Alors non, c'est un autre proto qui a été rethématisé parce que vous aviez l'opportunité d'avoir la licence. C'est ça. Cédric Littardi cherchait en fait à faire éditer un jeu sur Cowboy Bebop, mais essayer de trouver. Alors souvent, ça en fait le tour des auteurs, et puis on voit, tiens, ce jeu-là, il pourrait bien matcher sur la licence. Et donc, Florian et Johan avaient un jeu qui était avec des chasseurs de primes. Donc, Cowboy Bebop, c'est des chasseurs de primes. Et c'était avec des chasseurs de primes, mais Far West. Il y avait des lieux comme il y a encore maintenant, mais c'était le saloon, c'était le bureau du shérif. Et puis, on se balançait des dynamites et on se pétait la tronche, et c'était rigolo. Donc, il y a des choses qui restent dedans, le fait notamment qu'on va essayer de capturer des criminels à plusieurs, sauf que c'était purement compétitif, parce que Cowboy Bebop, on a dû le retravailler, parce que dans Cowboy Bebop, les personnages, ils sont un peu en compétition, mais ils sont surtout aussi en coopération. Tout à fait. Et donc il y a tout ce travail pour l'adapter. Alors il y a colle au thème. Pour que ça colle au thème. Ils sont dans l'espace, ils se tirent pas dessus, mais par contre, il faut qu'ils puissent s'embêter quand même. Et puis à la fin, il y en a quand même un qui va tirer son épingle du jeu, parce que c'est quand même ça qui est assez sympa aussi. Et donc ils travaillent ensemble. Tu peux comboter avec des personnages de tes adversaires, mais par contre, à la fin, il y en a qu'un qui gagne. Ou alors tout le monde perd aussi. Et donc tout ce travail-là, ça a été assez passionnant de travailler à la fois aussi sur la DA, donc avec le graphiste qui était chez Don't Panic Games à la base, qui est plus chez eux maintenant, mais avec qui j'adorais travailler. L'idée, c'était d'aller rechercher, on pourra utiliser ces images-là, on va agencer les cartes comme ça, toute la charte graphique du jeu, en fait, qu'il faut faire, et jusqu'à la fabrication, les figurines aussi, parce qu'il y a des figurines dedans. Et donc il a fallu travailler aussi sur la sculpture des figurines. Avec un projet, tu as eu un panorama complet. J'ai eu énormément de choses. Alors les figurines, ça reste assez basique, mais aussi parce qu'on est sur du manga, donc du coup il faut qu'on garde l'aspect un peu manga, l'aspect un peu lisse du manga, et donc on va travailler avec un sculpteur qui lui travaillait avec un studio en Asie, et puis donc on a fait pas mal d'allers-retours, les approbations avec les ayants droit aussi, pour valider tout ça, et puis à la fin, donc le lancement de la fabrication, et puis la logistique derrière. La seule chose, je crois, que j'ai pas fait dans ce jeu-là, c'est du bois. Il n'y a pas de bois dedans, mais sinon tout le reste y était, et c'est vrai que c'est génial, et ça reste mon premier jeu sur lequel j'ai vraiment tout fait de A à Z. Oui, t'as forcément un rapport un peu affectif. Exactement. Et là, il y a l'extension sur laquelle je commence tout juste à travailler, c'est-à-dire j'ai récupéré toutes les infos, pas travailler sur le développement de l'extension. Ça a été fait par un chef de projet chez Don't Panic Games, parce que moi, donc, j'y suis plus en tant que chef de projet. Je travaille pour eux encore. Moi, là, on m'a envoyé, en me disant, il y a tant de cartes, il y a ça dedans, il y a ça dedans, il y a ça dedans. Et donc là, je suis en train de préparer la production pour une sortie, pour la fin d'année. Le Cowboy Bebop, il est sorti en 2019, on a une extension qui arrive 6 ans après. Pourquoi ? Parce que le jeu est encore en stock, encore joué, encore demandé. C'est une extension sur laquelle les auteurs ont travaillé assez rapidement dessus. Et puis, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a pris du retard. Après, il y a du travail dessus, il y a de l'équilibrage, il y a les ayants droit, et puis il y a le Covid qui est passé par là, il y a eu, il y a eu plein de choses, des changements de chef de projet aussi, qui ont fait... oui, puis de toute façon, on le sait, l'arrivée d'une extension, c'est aussi une opportunité de remettre de la lumière sur un jeu. C'est ça. Alors c'est vrai qu'en général, les extensions, les éditeurs essayent de les sortir, on va dire, dans l'année qui suit, histoire de relancer en fait le jeu. Là, c'est un peu particulier parce qu'on est sur un jeu, c'est des jeux un peu tout seuls dans leur niche en général. Les jeux à licence, déjà. C'est-à-dire que c'est pas juste un énième deck building qui est sorti, c'est Cowboy Bebop. Et alors après, on a essayé de faire un jeu très bien, parce que le problème des licences, c'est de se dire, mais c'est une licence, c'est pourri, parce qu'on connaît les licences qu'on va trouver dans les grandes surfaces, sur Pas de Patrouille, sur du énième Naruto, ou des trucs comme ça, qui sont juste en fait une licence plaquée sur un jeu, mais on va parler du Monopoly, avec c'est tout le temps la même chose, mais c'est juste plein de... Ça a d'ailleurs été un des partis pris de la team Kaedama, qui... c'est différent de toi, mais est aussi une équipe freelance qui va bosser pour différents clients, c'est de dire, embauchez-nous pour faire des jeux à licence qui seront vraiment bien. Ils ont fait un jeu James Bond, etc. Donc ça peut être aussi un défi quand on bosse sur des licences, de dire, on va en faire un vrai jeu. Il y a toujours ce mythe autour des jeux à licence, que de toute façon c'est un jeu à licence, c'est pourri. Alors ça peut l'être. Clairement, il y en a. Mais voilà, il y en a des bons dedans. Et la team Kadema, moi j'ai travaillé pas mal avec eux, et je continue à travailler avec eux parce que Don't Panic Games, pour qui je bosse encore, fait beaucoup de jeux
sur les mangas, ils en font d'autres aussi, du coup travaillent beaucoup avec la team Kaidema. Ouais, ils ont fait un jeu Naruto. Donc, c'est des jeux à commande, surtout les jeux à licence, et ça a été l'Attaque des Titans, qui est vraiment génial comme jeu, même si on connaît pas l'Attaque des Titans, moi qui connaissais pas au début, j'ai énormément animé ce jeu quand je suis arrivé, et derrière il y a eu plein d'autres jeux comme ça. Je pense aussi au collectif d'auteurs Prospero Hall, tu sais, qui a fait le jeu Les Dents de la Mer, qui bosse sur Villainous. Il y a un peu un renouveau du jeu à licence, de dire on va aller prendre des gens qui ont du savoir-faire pour faire un objet ludique qui soit intéressant indépendamment de la licence et qui respecte l'univers, le thème, mais voilà, qui soit aussi un jeu. Ouais. Tu restes employé chez Don't Panic Games pendant 9 mois, je pense. Quel est le déclic qui fait que tu te dis « Ah, maintenant, je vais passer freelance » ? Alors, ça a été beaucoup sur la localisation. Ça a été beaucoup un déclic géographique. Moi, j'avais jamais bossé à Paris. Et en fait, marre de Paris. Ouais, moi je suis sur Lyon, je suis pas de Lyon à la base, mais j'y suis depuis 2006. Et du coup, je suis parti à Paris exprès pour travailler là-bas. Donc j'ai vraiment découvert la vie parisienne, alors que j'avais déjà ma famille sur Lyon, donc j'avais déjà un petit garçon, et puis il y en avait un deuxième en préparation. Je me suis dit, je vais aller tester pour voir si je peux y déménager ma famille, si on peut vivre là-bas, si on peut s'installer là-bas, qui est déjà un énorme changement. Et puis quand j'ai vu le truc, je fais, même moi ou même pour ma famille, non, je veux pas ça. Tu peux pas aller te mettre vraiment intramuros avec une famille. Puis alors si tu veux aller à l'extérieur, j'avais un collègue qui faisait ça, il pouvait se taper 1 heure, 1h30 de transport le matin et le soir, enfin c'était terrible. Et ce que j'ai fait, alors on va dire inconsciemment, c'est, comme j'avais dit, c'était de créer en fait tout un réseau. Dès que je suis arrivé, j'ai pu sortir, rencontrer des gens, vraiment m'immerger complètement dans ce milieu-là. Ça fait 9 mois intensifs. Ça m'a fait 9 mois intensifs pour créer un réseau. J'allais dans les salons, voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient déjà là-dedans et qui m'ont vraiment... qui m'ont emmené dans tout ça. Sans eux, j'aurais jamais pu aller aussi vite à sortir, à créer ma société et tout ça, et peut-être même que je l'aurais pas fait d'ailleurs. Et donc 9 mois après, j'ai créé ça. Alors il y avait déjà des discussions, sachant je vais peut-être partir et tout ça, mais du coup je pourrais peut-être continuer à travailler en freelance pour Don't Panic Games. Voilà, Cédric, lui, c'était quelque chose où c'était ok, c'était tout à fait ok pour lui. On avait Cowboy Bebop sur lequel je travaillais, donc qui était vraiment le projet où j'ai commencé chez Don't Panic en tant que salarié, puis j'ai continué en tant que freelance dessus, et puis d'autres projets aussi derrière, puis ça s'est fait comme ça, puis après j'ai commencé à chercher aussi d'autres clients, et puis au fur et à mesure, voilà, je me suis fait, on va dire, mon réseau, une clientèle, et puis surtout le bouche à oreille qui a fonctionné. Parce que ce que permettait le boulot en freelance aussi, c'est de bosser chez toi, en télétravail. Oui. Tu continues à te déplacer en salon, évidemment, pour réseauter, pour rencontrer des clients, faire des réunions, mais le gros de ton travail est en télétravail, avec des calls, des suivis de production qui se font en ligne, etc. Tout à fait. Je passe ma journée dans mon bureau, dans mon sous-sol. Heureusement, j'ai une petite fenêtre, quand même, un peu comme toi, mais encore plus petite. Et je travaille là toute la journée. Je fais du 9h, 18h, parfois plus. Voilà. Alors après, avec des pauses. L'avantage en freelance, c'est qu'on peut bouger, on peut sortir, on peut se prendre des grandes pauses à midi, aller faire ses courses tranquilles. Et puis à côté de ça, je bosse toute la semaine pour plein de projets, plein d'éditeurs différents de chez moi. Et puis il y a des fois, en effet, je bouge, je vais les voir. Alors je le faisais beaucoup plus au début, moins maintenant, parce que tous les outils en fait se sont développés pour faire du télétravail très facilement. Et puis même les éditeurs eux-mêmes aussi, j'ai beaucoup de clients qui travaillent aussi de chez eux avec des équipes qui sont éparpillées. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Oui, ça s'est démocratisé pendant le Covid, évidemment. Ce qui est intéressant, en tant que consultant éditorial freelance, c'est que oui, tu peux multiplier les clients, mais tu peux aussi avoir des partenaires réguliers. On l'a dit, Don't Panic Games, et puis tu vas te mettre aussi à travailler, par exemple, avec Catch-Up, qui sont aussi à Lyon, d'ailleurs. J'ai commencé à travailler pour eux il y a... je dirais peut-être 2-3 ans, c'était sur After Us. De Florian Siriex. De Florian Siriex aussi, oui, c'est un petit monde, alors on s'y retrouve toujours, alors c'est toujours génial quand on voit les copains, je vais bosser sur ton jeu. Il y a eu Far Away aussi, il y a eu Mind Up. Qu'est-ce qui a fait qu'ils t'appellent pour After Us ? C'était un jeu qui représentait un nouveau défi pour eux ? C'est des choses que je fais rarement, mais là c'est moi qui suis allé les chercher. Ok. En fait, déjà c'est des éditeurs lyonnais. Donc ils sont chez moi, je me dis, il y a des éditeurs à Lyon quand même, essayer de bosser avec eux. Puis Catch-Up, j'aimais bien leur ligne éditoriale, ils faisaient des trucs vraiment cool. Quand je les croisais, je leur dis, si jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Et voilà, alors eux, ils géraient la Fab, ils gèrent la Fab. Ils ont dit, non, nous on sait gérer ça, en soi on n'a pas de besoin, donc c'est bon. Et parce que c'est jamais évident de présenter exactement ce que je fais, et puis suivant aussi les profils, le besoin est pas le même. Et là, j'aurais dit, écoute, il n'y a pas de souci,
je fais jamais de forcing. J'ai dit, mais si jamais à un moment, vous voulez comparer un devis, si jamais vous voulez déjà juste comparer des prix, parce que l'aspect financier, c'est ce qui est le plus parlant pour les gens en général, juste pour voir, peut-être que je peux vous faire économiser de l'argent. C'est ça ta promesse, en fait, toi, c'est dire... C'est un peu la promesse vous allez me payer, mais vous allez plus y gagner, parce que je vais vous faire économiser grâce à mon réseau, grâce à mes connaissances. C'est ça. Alors, c'est un peu du gagnant-gagnant. Alors, ça fait toujours un peu bizarre, parce que, voilà, c'est pour ça que je dis, aller faire du porte-à-porte en disant ça fait un peu des promesses que personne va tenir, et puis à la fin, tu te retrouves avec une grosse facture. Mais oui, l'idée c'est que tout le monde s'y retrouve. Moi je suis ravi parce que je fais ça toute la journée et je fais payer autant que j'y passe. Et au final, c'est toujours plus intéressant par rapport aux économies en fait qu'on va pouvoir faire, aussi bien sur la fabrication que sur la logistique, parce que ça, c'est l'aspect financier qui est très parlant. On se dit, voilà, on a un chiffre au début, on a un chiffre à la fin, on sait ce qu'on va économiser, ce qu'on va dépenser en plus. C'est ça, donc c'est pas un forfait, t'es pas missionné au forfait, ça dépend. Tu te payes, en fait. Ouais, ça dépend. Tout ce que je fais, c'est pas au pourcentage. Non, je suis autant que je vais y passer. Et puis alors, il y a des fois, en effet, je le fais au forfait parce que on a besoin de budgétiser et de donner une idée dans le budget de base, mais je suis capable de donner une enveloppe pour dire, voilà, ça coûtera à peu près tant. Et tout le boulot, boulot de base avec Catch-Up, comme avec certains autres clients que j'ai eu, ça va être, envoyez-moi un projet sur lequel vous avez travaillé, vous avez fait, et puis moi j'essaye de voir de mon côté ce que je peux vous proposer. Et je sais que quand je suis venu avec un devis, leur présenter un devis pour un jeu précédent qu'ils avaient sorti, ils m'ont dit, ah oui, on pensait pas que tu pouvais faire ça. On pensait pas que c'était possible de gagner autant dessus, d'économiser autant. En plus de ça, ils ont vu toutes les propositions aussi sur le matériel, sur l'arrangement de la boîte. Ils voulaient faire potentiellement un insert plastique. Je leur ai dit, on pourrait peut-être faire un insert carton. Donc tout l'insert carton, c'est moi qui l'ai designé, c'est qui leur ai proposé ça. Et puis l'insert à l'intérieur, c'est génial parce que c'était un peu le début où on commençait à essayer de virer du plastique à mort dans les boîtes. Puis aussi sur le matériel, sur les éléments en bois qui sont imprimés sur le dessus. Tiens, on pourrait faire ci et ça parce que ça coûte un peu moins cher. Donc ils ont vu aussi toutes les forces de proposition que je pouvais leur amener. C'est ça, c'est le côté consultance. Tu vas pas juste être un mec qui donne des devis, tu vas aussi faire des propositions. Non, parce que ça c'est le moins drôle en fait, de dire oui, en effet, je connais les usines, je connais des gens, j'ai des contacts privilégiés avec les usines, donc je peux avoir des tarifs intéressants sur certains projets. Mais par contre, une fois que j'ai fait ça et que je dis voilà les fichiers, je vais lancer la prod, c'est pas super marrant. On va dire, je le fais, mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment participé au projet. After Us, oui, là j'ai pu quand même mettre un petit peu mon grain de sel sur des trucs, sur le plateau notamment, donc c'était Vincent Dutré qui était illustrateur dessus, donc on a dit, tiens, l'illustration, on va peut-être faire une illustration complète, avec juste rembordé derrière, pas avec un bord noir autour, pour moderniser un peu, habiller un peu le truc, en disant, regardez, moi en prod, on peut faire ci, c'est pas plus cher, on peut faire ça, c'est juste un peu plus cher, mais regardez là on enlève ça, parce que ça sert à rien, ça se verra pas, et puis voilà. Et comme ça on ajuste tout. Alors déjà ça leur coûtait moins cher, et ça réduisait leur charge de travail pour pouvoir se concentrer sur le développement des autres jeux, sur l'aspect communication, marketing aussi des autres jeux, parce que les jeux, faut les vendre. Beaucoup d'éditeurs, beaucoup de clients qui me contactent oublient qu'il faut vendre les jeux qu'ils produisent. Actuellement, j'accompagne encore Catch-Up sur projet en développement, mais par contre, sur leurs nouveaux projets ou sur des réimpressions, c'est plus le cas parce qu'ils ont été rachetés par Hachette, et du coup, en devenant un studio d'Hachette, ils peuvent profiter aussi de services de gestion de fabrication qu'il y a en interne. Alors, je les connais, je travaille aussi avec eux parfois sur certains autres projets. Mais bon, comme c'est des amis et puis qui sont des gens très bien, on avait commencé à bosser sur un projet avant qu'ils se fassent racheter, et donc du coup je suis toujours sur ce projet-là avec eux. Ça nous amène en fait à ta typologie de clients. Tu vas plutôt bosser généralement avec des petits éditeurs ou des nouveaux éditeurs qui n'ont pas encore toute la force de frappe pour gérer la fabrication, qui n'ont pas encore toutes les connaissances. Tu vas pas bosser avec un CGE qui, eux, ont leur propre usine, ou tu vas pas bosser a priori avec Asmodée ou Hachette qui ont le savoir-faire en interne. Les grosses maisons d'édition, comme Yellow, par exemple, ou Ravensburger, qui ont en interne, déjà, ils ont assez découpé les missions qui vont tourner autour du développement d'un jeu. Donc tu vas avoir le chargé de projet, le game designer, celui qui va faire les achats, celui qui va gérer la prod, celui qui va gérer la logistique. Tout est vraiment très séparé. Moi justement je propose un peu ce panel-là global, et puis eux ont déjà ces gens en interne, donc ils n'ont pas ce besoin-là. Par contre, mon profil de client, c'est en effet des nouveaux éditeurs, des gens qui connaissent rien à la fabrication,
Ou alors des gens qui ont déjà fait un jeu ou deux, mais qui se rendent compte qu'en fait que c'est compliqué, ou que ils peuvent pas discuter avec les usines de devis, ils peuvent pas négocier parce qu'ils ont pas les leviers qu'il faut, ou alors juste parce qu'ils trouvent ça chiant, et en fait eux ils ont envie c'est de développer des jeux. Ils veulent juste créer des jeux. Et... La fab, la logistique, ça les intéresse pas. J'ai beaucoup de clients, c'est ça, c'est que moi en soi je trouve ça cool parce que je maîtrise, mais au début c'était pas simple. Ouais, c'est un peu comme quand on prend un comptable parce que les chiffres ça nous parle pas du tout, quoi. C'est ça, je suis un peu comme un comptable, c'est-à-dire les trucs chiants, mais le comptable ça l'amuse. Donc Panic Games, c'est une structure quand même assez. Ils commencent quand même à être quelques chefs de projet à l'intérieur, mais du coup ça leur a permis de se concentrer vraiment sur la chefferie de projet, sur le développement de jeux, et moi en fait je m'occupe de la fabrication de leurs jeux. On peut citer Banquise Édition par exemple, tu as fait Inkit. Banquise Édition, c'est un peu à la même époque que Ketchup, parce que ils profitaient des bureaux aussi avec Ketchup sur le. Voilà, et donc du coup c'était aussi en me disant j'aimerais bien aussi travailler pour Banquise, et puis pareil, j'ai pu aussi travailler pour Banquise. Là je travaille toujours avec Bertrand, et c'est génial parce qu'il a plein de petits jeux, c'est toujours déjà c'est des jeux toujours très pétillants, avec du matériel un peu innovant. Et toujours du matériel innovant. Chaque fois qu'il me contacte avec un nouveau projet, je me dis qu'est-ce que ça va être encore. Voilà, et à chaque fois il y a des petits défis. À la base, quand il m'a contacté, c'était pour Arsim Moldo, avec des aimants sur un plateau. Les toiles, il y a une couche de fer, on va dire, à l'intérieur. Mais par contre, les jetons qu'on va mettre dessus, eux, sont aimantés. Il y a un aimant dedans, mais il y a aussi une petite couche de fer. Parce que l'idée, c'était d'arriver, il m'a contacté parce qu'il avait un verrou technique, il m'a dit, tiens, pourquoi pas? Parce que je l'avais déjà abordé avant, il m'a dit, non, mais j'ai pas besoin, je travaille déjà de mon côté et tout ça, il était un peu frileux. Et puis là, il avait un verrou technique, il m'a dit, tiens, pourquoi pas? Si t'arrives à me débloquer le truc là, on peut peut-être travailler ensemble. Et puis j'ai débloqué le truc là, on a trouvé, alors, ça n'a pas été simple, beaucoup de travail. Pourquoi c'était un verrou technique? Parce que les jetons magnétiques, il fallait qu'ils puissent se superposer les uns sur les autres. Et souvent, quand on va mettre 2-3 magnettes, non, le dernier, il aimante plus parce que la partie métallique, elle est en effet dans le plateau, mais elle est pas dans les jetons. Et donc au bout d'un moment, la force magnétique, la force d'attraction est plus assez forte. Le plateau est toujours métallique, il y a toujours une partie métallique dedans, mais dans les jetons, il y a aussi une partie métallique. Et ça, après, c'était de travailler avec les usines, de trouver l'usine qui allait pouvoir faire ça. Donc on envoie un cahier des charges, donc c'est là où finalement ça m'a rappelé à mon ancien travail, vraiment. Parce que les aimants dans les jeux, c'est pas hyper commun. C'est pas hyper commun, et puis en même temps, tu dis je veux des magnettes, tout le monde peut te faire des magnettes, mais je veux des magnettes qui puissent se superposer sans avoir des polarités aussi contraignantes qui va faire que tu vas mettre ton jeton par-dessus l'autre, puis il va changer de position, il va se tourner, et puis alors que c'est un jeu où justement il faut les positionner les uns sur les autres. Et puis derrière, en fait, Bertrand, on a travaillé sur tous ces projets depuis, et voilà, c'est cool et ça marche super bien. Dans les nouveaux éditeurs, on peut aussi citer Big Moustache Games, qui viennent de se lancer avec Opération Zèbre, qui a fait sensation à Cannes d'ailleurs. Et donc là, c'est complètement ça. C'est un nouvel éditeur qui débarque, qui a une idée, un projet enthousiasmant, mais qui ne sait pas gérer la fabrication. Et tu les accompagnes aussi sur le volet éditorial alors Ouais, tout à fait. Alors Big Moustache Games, ils sont lyonnais aussi. On parle des lyonnais là. Tout se recoupe. Ouais. Il y a un microcosme à Lyon qui est assez intéressant. Alors j'ai pas que des éditeurs lyonnais, mais en l'occurrence là, c'est parce que c'est venu aussi par le bouche à oreille. C'est Ketchup qui leur a dit, du coup, allez voir Nicolas, allez voir Synergy Games pour votre jeu. Et à la base, ils travaillaient dans une boutique à Lyon. Ils se sont rencontrés ensemble, ils ont dit tiens, on a un jeu, on va développer ça, mais du coup maintenant il faut le fabriquer, il faut le distribuer. Et puis c'est une super aventure parce que je les ai rencontrés, tout a été très très vite. Je suis allé les voir dans Lyon, on est allé manger ensemble, ils ont présenté le jeu rapidement, sur un bout de nappe, on a commencé à dire tiens, on pourrait faire ci, ça, je leur ai proposé des idées, oui, ça serait génial et tout, et on a commencé à travailler dessus, on a fait un proto en blanc, moi j'ai commencé à travailler avec l'usine sur l'insert en fait, parce que petite particularité dans l'insert que les gens apprécient beaucoup, ça surprend en tout cas, c'est que c'est un insert avec une petite languette amovible, parce que l'idée c'était, t'as beaucoup de cartes, c'est un peu comme on va dire un Time's Up ou voilà, c'est-à-dire t'as des cartes que tu utilises et puis une fois que tu les as utilisées, tu les mets dans la défausse parce que t'as envie de continuer des parties en prenant des nouvelles cartes. Et donc l'idée c'était d'avoir vraiment ce tas de cartes où on ne veut pas avoir une pioche pour 200 cartes et puis une défausse, un trou pour 200 cartes. Et donc l'idée c'est de dire on va pouvoir les mettre dans la même, mais on fait un intercalaire. Oui, mais un intercalaire c'est pas très rigolo. Alors du coup on fait cette petite languette qui est prise dans l'insert et qui peut se déplacer. Alors c'est très basique, mais c'est là où
Les éditeurs, du détail aussi. Moi j'adore ça en fait, ces petits trucs là, parce que c'est ce qui fait les petits détails dans les jeux qui fait waouh c'est cool, c'est voilà. Ils ont pensé à ça. Et c'est ça. Il faut aussi arriver à se différencier, l'effet un peu waouh. Sur un jeu normal standard, bon bah y a pas d'effet waouh, c'est juste bon ok le jeu est cool, c'est sympa, voilà c'est une boîte standard et tout, mais si on arrive à faire des petits effets waouh dedans, c'est genre une chiffonnette zèbre. Une chiffonnette zèbre, pareil ça c'est moi je leur ai dit regardez peut-être qu'on peut faire ça et voilà on fait une petite chiffonnette zèbre. Alors ça coûte plus cher à faire. Alors du coup, on a regardé les prix. Voilà, c'est vraiment vachement plus cher que les petites chiffonnettes noires. Mais allez, on en met une dedans. Allez, c'est cool. Et puis donc là, on fait un reprint. Est-ce qu'on la laisse dedans? C'est un peu plus cher. Ouais, allez, on la laisse dedans parce que c'est sympa. Et le choix de l'éditeur, ça va être aussi de se dire, il y a des fois, il y a des effets waouh qui coûtent un petit peu plus cher. Et puis il y en a qui coûtent pas plus cher. Par exemple, là sur l'insert, c'est pas le cas. Et la limite, finalement, c'est l'imagination. C'est ça, donc d'abord il y a le spectre des possibles, quoi, on propose plein d'idées, et puis après on vérifie concrètement, tiens, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça. Et moi, on va dire par l'expérience que j'ai, tous les jeux que j'ai pu faire, et tout aussi ce qu'on peut voir, voilà, comme toi, hein, t'as ta ludothèque, tu fais une veille, tu sais, tiens, tel jeu, ça ressemble à tel jeu et tout ça, moi je vais faire ça, mais sur les mécaniques de jeu, sur le matériel, sur l'arrangement à l'intérieur, en se disant tiens on pourrait peut-être réutiliser ça, on pourrait peut-être faire ça. Alors parfois je peux piquer une idée, parfois aussi moi j'ai des idées que je vais réutiliser dans d'autres, et ça permet de mutualiser un petit peu tout ça. Quand il y a un nouvel éditeur, le champ des possibles est grand et tu peux vraiment leur faire plein de propositions, y compris liées vraiment à l'expérience de jeu, au gameplay, quoi. Oui, alors il y a le gameplay, même si là par exemple sur un jeu comme ça, finalement ils sont arrivés avec un jeu, alors c'est assez simple, c'est un jeu d'ambiance, il l'avait assez bien développé, assez bien rodé entre copains, souvent les jeux d'ambiance c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a eu toute la partie aussi sur le boitage, par exemple, ils ne savaient pas quelle taille de boîte vraiment ils voulaient faire, sur la législation, sur la certification, qu'est-ce que c'est, on ne s'est pas posé la question là, alors du coup comment ça fonctionne. Et puis après le travail avec le distributeur, donc ça ils étaient déjà en relation avec BlackRock pour la distribution, donc qui est génial pour un nouvel éditeur, parce que tout de suite c'est souvent une force de frappe gigantesque, et on l'a vu tout de suite. Là, mais il y a des fois aussi j'ai des éditeurs qui n'ont pas, qui savent justement pas comment ils vont vendre le jeu. J'en parlais tout à l'heure, dire je veux faire un jeu, mais comment vous allez le vendre? J'ai trouvé un distributeur. Oui, mais le distributeur, c'est bien de commencer à le chercher avant, parce qu'une fois qu'on va lancer la production, il faut savoir combien d'unités on va faire. Et puis il faut savoir combien on va le vendre, combien vous allez... Voilà, il faut aussi l'avis du distributeur, c'est important. Comme aussi parfois on oublie, c'est l'avis des boutiques. Savoir, est-ce que ce jeu, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ce format-là vous intéresse? Est-ce que vous pensez que ça peut se vendre de cette manière-là? Ou est-ce que, du coup, il faut changer un peu, peut-être, ça peut juste être le boitage, ça peut juste être la thématique, ça peut être des choses comme ça. Combien de temps va durer ton accompagnement en moyenne entre le premier contact et l'arrivée d'un jeu sur les étals des boutiques? Un jeu qui est tout prêt à partir, on va peut-être dire 6 mois. Alors ça peut aller vite, hein, si on me contacte en disant faut absolument que je sorte un jeu maintenant, tout est prêt, on y va dire allez 4 mois. Alors après ça va dépendre aussi où est-ce qu'on va faire la production, parce que moi je travaille en Europe, je travaille en Asie, les temps de fabrication et les temps de transport sont pas les mêmes, donc ça peut fluctuer. Mais on va dire en moyenne, on est entre 6 mois et 1 an pour un jeu qui doit sortir en magasin, qui est déjà, on va dire, un peu développé, voilà. Et puis, il y a aussi tous les financements participatifs. Moi, j'accompagne aussi beaucoup sur les financements participatifs. Et là, il y a toute la partie préparation en amont de la campagne de financement, où on va vraiment travailler aussi sur les coûts de fabrication, les coûts des stretch goals, les coûts de transport, et de livraison au backer. Et ça, il y a un vrai boulot dessus, parce que il y a pas mal de campagnes qui se sont plantées parce qu'ils n'avaient pas bien prévu, notamment la livraison. Le volume, oui, on va rajouter des trucs, oui, mais ça va augmenter la taille de la boîte, puis déjà que c'était pas très bien estimé à la base les transports, là, ça va être encore plus cher. Et puis perdre 10-20 balles par client sur le transport maritime, sur le transport ensuite vraiment terrestre au backer, ça peut couler en fait une boîte, ou si déjà... Ça s'est vu d'ailleurs. Voilà, ça s'est déjà vu très rapidement. C'est vraiment parmi les premières missions que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était d'accompagner sur des financements participatifs. Et de pouvoir vraiment apporter tout ce travail de préparation, de faire des rétro-plannings, de faire des budgets. De faire un Kickstarter qui soit réaliste en fait. Exactement, pour pouvoir vraiment bien se dire, ok, ça va me coûter tant, à peu près, on va essayer de tout estimer, pour qu'à la fin on se dise, ok, au backer,
qu'est-ce qu'on va demander, qu'est-ce qui est réaliste ou pas, et puis vraiment d'adapter la proposition en fonction finalement de vrais chiffres. Et pas faire l'inverse, comme font certains éditeurs, à dire on va mettre des jeux, et puis allez, ça marche bien, on va proposer des trucs en plus parce que c'est cool. Ben oui, mais on les avait déjà pas prévus, c'était pas prévu, donc ça n'a pas été vraiment réfléchi, ça peut être pris dedans, ou ça peut être mal estimé, mal devisé. Au niveau des usines, oui, mais on l'a devisé, mais en fait ils ont pas compris, donc les prix qu'ils nous ont envoyés, en fait, ils sont pas justes. Puis une fois qu'on est embarqué, on dit maintenant qu'on a promis, on doit le faire. Il y a énormément de choses à penser. Alors c'est relativement simple au final, mais il faut avoir la checklist. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose où ça peut prendre plus longtemps parce qu'il y a la préparation de la campagne. On va faire aussi du prototype qu'on va envoyer maintenant beaucoup aux influenceurs, ce qu'on faisait moins il y a 6 ans. Mais maintenant, voilà, on va envoyer aux influenceurs, il faut leur envoyer au moins 2 mois avant. Et il faut vraiment préparer tout ça avec des prototypes qui soient aussi assez corrects. Parce que maintenant, souvent, quand on lance une campagne, il faut déjà que le jeu soit assez avancé. On n'est plus sur les mêmes profils de campagne qu'on avait il y a 5-10 ans. Donc tout ce travail-là en amont, plus ensuite la campagne, plus ensuite leur développement derrière, parce que du coup on a promis des stretch goals, donc il faut aussi travailler un petit peu dessus. Et puis à un moment on va lancer sur le bouton de production, puis souvent dans les campagnes de financement, il y a des figurines. Alors du coup il y a un travail là-dessus, et il faut lancer les moules ça prend du temps à fabriquer, et on peut pas vraiment les lancer avant, parce que faut les financer. Et la campagne, mine de rien, elle sert aussi à financer tout ça. Oui, c'est un vecteur de promotion, mais il y a quand même l'idée de récolter des sous et on en a besoin. Quoi. C'est ça, c'est un peu les deux. Alors il y a des éditeurs qui ont l'argent mais qui veulent se lancer parce que c'est une sorte de précommande, savoir si le jeu va fonctionner. Moi, ceux que j'accompagne en général, ils ont pas l'argent. Ils ont quand même un petit capital de départ parce que ça se finance aussi ça. Et mine de rien, un financement participatif, c'est pas simple. Mais ils peuvent pas tout faire, mais il faut quand même présenter un max de trucs, parce qu'on vient plus avec juste 2-3 bouts de carton, et puis en disant je vais faire ce jeu-là. Non, j'ai déjà un jeu qui est quasiment terminé. Un financement participatif, on va dire, ce 2 ans entre le moment où on commence à travailler, et puis le moment où il est livré, et puis il y a des fois c'est 3 ans, 4 ans, il peut y avoir des retards, dû à l'éditeur qui a d'autres projets, des choses qui se passent dans le monde aussi qui vont faire des retards, dans la vie de l'éditeur, de l'illustrateur, il y a tellement de monde qui gravite, qui peut y avoir des retards aussi comme ça. Au niveau de l'usine aussi, des difficultés. Le fameux Nouvel An chinois. Le fameux Nouvel An chinois, alors lui en effet, on en entend beaucoup parler dans les campagnes. Il y a des éditeurs qui servent aussi de quelques excuses en se disant ça se prévoit, parce que le Nouvel An chinois il arrive pas comme ça, il est pas surprise. Donc voilà, mais il y a des fois, c'est vrai que du coup on a pris 1 mois de retard, et paf, ça va se transformer en 2-3 mois, parce qu'avec le Nouvel An chinois qui va durer en effet 1 mois, oui, mais ce qu'il y a, c'est que 3 semaines avant, les usines, elles vont pas lancer de gros projets, et puis le temps qu'elles se remettent dedans, qu'elles redémarrent, voilà, donc, ça peut se transformer en un peu plus, et voilà, puis il y a des vacances de tous les côtés, donc ça on parle en Chine, on parle aussi en Europe. En Europe, alors on fait moins de financement participatif avec des productions en Europe, parce que les productions en Europe, on est sur des productions souvent standard. Ouais, de la carte, du cube en bois, pas trop des figurines. Pas trop des figurines. Après, le financement participatif est pas fait que pour des jeux avec figurines, mais par contre, on va dire c'est souvent fait sur des gros jeux. Le petit jeu sur le financement participatif, ça marche pas des masses, parce que le gain de la marge, et puis aussi les expéditions vont faire que c'est pas forcément plus intéressant que de le vendre en boutique. Et donc ça devient très difficile à financer et à justifier auprès des backers en disant vous allez le payer le même prix qu'en boutique, parce que au final, oui, j'ai peut-être un coût de production et c'est un petit jeu qui est plus faible que sur un gros jeu. Par contre, mes frais de livraison sont plus chers que mon coût de fabrication et que mon coût même d'illustration, de choses comme ça. Donc en fait, on s'y retrouve pas. Donc autant aller le chercher en boutique, ça vous coûtera moins cher que moi je vais payer 12 euros, 15 euros pour vous faire livrer, alors que vous allez soit sur des sites en ligne, soit dans votre boutique, et ça, ils peuvent pas forcément le compenser en prix de vente sur les financements. Donc on va être sur des gros jeux, et les gros jeux en Europe, c'est beaucoup plus compliqué à faire, parce qu'il y a les standards sont, on va dire, un peu plus restrictifs. Sinon, il va falloir vraiment aller payer de l'outillage. Et puis, plus on va avoir un gros jeu, plus le rapport, le ratio de coût de production entre la France ou l'Europe ou l'Asie va être vraiment très très fort. Et va pas permettre de pouvoir financer un jeu, tout simplement. En fait. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant « Mais je voudrais faire mon jeu en Europe. Est-ce que je peux le faire ?» Je dis « On va regarder, mais... » ça, c'est pas forcément simple. C'est et pour final, des enjeux d'éthique, d'écologie, c'est quoi l'envie derrière ? Oui, alors en général, c'est souvent sur des principes, en effet, d'éthique ou d'écologie.
Et il y a parfois aussi des effets de calendrier, parce qu'on peut aller plus vite à produire en Europe, mais ce qu'il y a, c'est que la mise en place en Europe est un peu plus longue que la mise en place en Asie, parce que s'il y a de l'outillage, il faut s'adapter au format. Si on vient me voir avec un jeu en me disant, bah voilà, moi j'ai cette boîte, tel format, j'ai déjà travaillé dessus, bah oui, mais c'est pas les standards européens, donc soit on retravaille dessus, donc il faut que ça repasse dans les mains du graphiste, de l'illustrateur, et bah oui, mais mon illustration, elle est faite sur un format rectangulaire, alors je peux pas la passer sur un format carré comme ça, ou alors faut que je le redemande à l'illustrateur de travailler dessus, et puis en général, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que plus on est en amont, plus on peut préparer, notamment les production en Europe, c'est important de le faire avant. Mais souvent, c'est en effet un caractère écologique en se disant, bah oui, je vais le faire le plus en local possible. Alors, il y a plein de questions qui vont se poser autour de ça, parce que finalement, parfois, se faire livrer une palette dans un camion, dans un vieux camion en Pologne, au fin fond de la Pologne, qui va juste faire le trajet exprès, un camion qui a peut-être 20 ans et qui pollue à mort, finalement, entre le faire livrer dans un méga porte-container qui est super optimisé, et ça va arriver au port, et ça va être livré en mutualisant dans des camions tout neufs, de trucs. Bon, finalement, le côté écologique et tout ça... La vraie empreinte carbone... empreinte carbone, elle peut être vraiment discutable. Alors, on peut aller dans les détails et tout ça. Il y a des études qui ont été faites, qui sont faites régulièrement là-dessus, où, suivant la taille du jeu, suivant ce qu'on veut faire, ça se discute. Mais je regarde toujours ça, et on essaye de plus en plus de faire passer ce qu'on peut en Europe. Et de retirer le plastique, tu le disais. Et de retirer le plastique, même en Asie. Voilà, ça, c'est que l'empreinte écologique, on peut l'avoir aussi en travaillant en Asie, en essayant de travailler avec des matériaux aussi FSC. Alors, il y a FSC, mais il y a aussi juste le fait que ça soit fait dans des cultures responsables. C'est ça, donc voilà. C'est une certification qui alors tu peux avoir la certification, mais tu peux juste aussi tu peux demander des matériaux recyclés, tu peux travailler avec des matériaux qui vont être en effet écologiquement responsables, sans forcément avoir le certificat FSC, parce que le logo ça se paye. En fait, faut le payer. C'est comme le bio. C'est comme le bio, tu le payes. Alors c'est un peu triste en Europe, tu dis oui, tous les matériaux sont FSC. Par contre, le logo, c'est 20% en plus du prix de fabrication. Ah ouais, ça fait mal, quoi. Du coup, on le met pas. Par contre, on va juste mettre une petite phrase en disant matériaux issus d'une culture responsable, ou de forêts cultivées avec intelligence, on peut marquer tout ce qu'on veut, mettre des petits logos, mettre un petit arbre vert si on veut. Par contre, le logo FSC, on va pas pouvoir l'utiliser. Donc... Et il y a des éditeurs qui ont aussi fait le fait de fabriquer en France leur marque de fabrique. C'est le cas des jeux Hopla. Ouais, c'est vraiment pensé dans leur concept dès le départ. C'est pensé dans le concept, c'est un gros boulot aussi, et c'est génial en fait de pouvoir faire ça. Les jeux Hopla aussi, ils s'auto-distribuent. Ce qui fait qu'on enlève aussi une chaîne. Et Hopla peut faire ça notamment parce que ils s'auto-distribuent. Et donc ils économisent cette marge-là, parce que sinon c'est très compliqué. Il y a quelques autres éditeurs qui font du Made in France, mais Trio par exemple a été fait en France, donc c'est Cocktail Games. Là, ils l'ont fait aussi, je pense, je m'avance un peu, mais je pense pas trop, c'est qu'ils sont partis sur des quantités phénoménales. Ouais. Donc ce qui fait qu'évidemment, là, ça devient intéressant, avec des temps de réassort, donc de remise en stock très rapide aussi, mais sur des petites quantités, et des petites quantités, mine de rien, ça peut déjà être quelques milliers d'exemplaires, c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment travailler en France, on va dire, sur des jeux un peu complexes. Il faut en effet adapter, comme l'a fait Hopla, on a souvent à peu près le même format. Après, il arrive à faire des choses aussi un peu plus compliquées, parce qu'il maîtrise vraiment. C'est un métier à part entière, la production en France. Soit il y a des usines qui le font, mais ils font tout, mais en réalité ils font pas tout, parce qu'ils vont aller faire ça à droite à gauche. Ils vont peut-être faire le cartonnage en interne, c'est-à-dire les boîtes, l'outil de découpe, ça va être fait ailleurs pour les punchs, et peut-être même que les punchs vont être faits ailleurs, les cartes aussi vont être faits ailleurs, et puis les règles peut-être chez eux ou alors ailleurs, et puis ils vont tout rassembler. Et donc les coûts augmentent assez rapidement, et puis la main d'œuvre évidemment augmente, parce qu'il faut tout assembler quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de machine qui existe actuellement pour dire on va mettre ça dedans, ça dedans. Et donc en France, il y a des gens qui font ce que je fais pour de la production en France, vers qui j'oriente, parce que j'estime que c'est un vrai boulot de travailler là-dessus. Donc moi, je peux faire de la prod en France, mais je vais faire par l'intermédiaire de ces gens, ou alors après, suivant le projet, je peux faire quelques trucs, mais c'est pas vraiment la cible de mes clients, où mes clients sont en général des gens qui veulent aller sur le marché, vendre leurs jeux. Et ils se rendent compte que dans un processus standard d'édition avec un distributeur qui va... en fait, ça peut pas passer en termes de coûts. Et ils s'orientent vers l'Europe. Et puis il y a des fois, malheureusement, ils se disent non, je suis obligé de partir en Asie pour pouvoir produire et pour pouvoir... Voilà. Après, si jamais le jeu marche
eh ben on va ramener le jeu en Europe. Ah ouais. Donc ça on le fait aussi, mais ça veut dire qu'il faut le penser de manière à pouvoir le ramener en Europe. C'est ça. Donc même si on le fait en les standards dont tu parlais. Ouais, essayer de travailler sur des standards, ou alors dans ce cas-là on redesign la gamme. Mais ça c'est vraiment quand on commence à dépasser un certain nombre d'unités. Okay. Et tous les éditeurs n'ont pas la même force de frappe initiale sur les nombres d'unités de base. Ça dépend du succès du jeu aussi. Ça dépend du succès, ça dépend évidemment aussi de la trésorerie, et ça dépend de la force de frappe, de la distribution. Enfin, j'ai trouvé ça génial quand t'as reçu Playpunk ici. Il a dit, nous on a produit plus de 20 000, plus 30 000 boîtes de Captain Flip, c'est waouh, parce que c'est déjà gigantesque. Alors, c'est des gens qui sont dans le métier, qui connaissent ça, qui a toute la force de frappe dernière gigantesque. Alors, il y a peut-être aussi de l'international là-dedans, hein, tu vois, il n'y a pas tous les détails des prix. Alors que chez des éditeurs plus standards, même chez Ketchup, Banquise, on va être sur des premières prods. 10 000, même 10 moins. 000, c'est déjà beaucoup, plutôt 5 000. Oui, c'est ça, on va être sur du 5 000, entre 5 000 et 10 000, suivant la typologie du jeu. Sur un jeu d'ambiance, on va peut-être partir un peu plus. Sur une opération Zèbre, on est plus proche des 10 000. Sur des jeux un petit peu plus, on va dire, standard, familial, moins ambiance, on va être en effet plus sur du 5000 pour voir si ça accroche, et peut-être qu'on va lancer un reprint tout de suite. Mais voilà, et donc ça, en termes d'économie d'échelle, c'est gigantesque. Et sur les coûts, sur les marges, oui, forcément, on a des maisons d'édition bien implantées qui vont proposer des jeux à 20 €, alors que, parce qu'ils en ont produit 10 000, 20 000, 30 000 de base. Et donc là, ils peuvent plus facilement faire les jeux en Europe, voire même faire les jeux en France. Ils vont forcément rogner sur leur marge, parce que ça restera quand même moins cher quoi qu'il arrive. Voilà. Mais c'est beaucoup plus acceptable et ça tient beaucoup plus dans le budget. Donc il y a des fois, non, c'est juste pas possible. C'est pas une question de choix éthique ou quoi, c'est juste que soit je fais le jeu, soit je le fais pas. C'est ça. Dans le jargon, on va parler soit de cost to design, soit de design to cost. Et toi, tu disais, tu peux avoir les deux cas de figure. Donc tu peux avoir, on te dit, t'as une enveloppe pour faire ce jeu, ou je veux faire ce jeu, combien ça va me coûter? Ouais, c'est ça. Alors les éditeurs implantés, c'est souvent, voilà, moi j'ai ce jeu-là que j'ai signé, j'ai un peu en général ils ont une gamme éditoriale, avec une typologie de jeu, de boîtage, et puis souvent on se dit, voilà, tel volume de boîte, on va le vendre à temps. Hein, c'est un peu le truc où on se dit, il y a une fois il y a des boîtes vides, c'est un peu frustrant parce qu'on s'est dit, à 20 €, faut faire une boîte qui fasse au moins cette taille-là. Et en effet, j'ai des clients qui viennent me voir en disant, mon prix de vente ça va être ça, donc mon prix de fab, voilà, le prix cible c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis à l'inverse, j'ai des clients en effet qui vont me dire, voilà, moi j'ai ce jeu-là, combien ça vaut, et d'après toi, combien est-ce qu'on peut le vendre? Et donc on tire la ficelle d'un côté ou de l'autre côté. Ça dépend vraiment des clients, parfois même pour un même client, sur un projet d'un l'autre, ça va être une réflexion différente, qui veulent se lancer dans un jeu un peu plus gros, ou, voilà, et savoir aussi ce qu'on peut faire. Parce qu'on a un prix cible, puis se dire, là je pourrais faire ça et ça, mais du coup, oui, mais on est bien en dessous en fait du prix cible qu'on s'était fixé, et c'est cool, c'est génial, du coup on peut rajouter des trucs, on peut embellir le jeu, on peut rajouter peut-être un peu de matériel, mettre des jetons en plus, passer de jetons en carton en jetons en bois, ou des choses comme ça. Comment concrètement ça se passe? C'est que souvent on me contacte en me disant, écoute, moi j'ai entendu parler de toi, je voudrais faire un jeu, la fabrication je la connais pas, et je vais recevoir un listing en me disant, voilà, moi j'ai 150 cartes dedans, j'ai 10 jetons comme ça, 30 jetons comme ça. J'ai un truc un peu, en me disant, en gros, c'est les gens, ils ont un proto sur la table, et puis ils se disent, voilà ce que j'ai dans mon proto, et je voudrais faire un jeu. Alors moi j'ai mes petits tableurs à la maison, enfin voilà, et je vais leur poser des questions sur chaque élément, parce que en fait il y a énormément de possibilités sur chaque élément. Alors on est sur les standards, mais sur les cartes, on va dire sur la dimension, sur le rayon de courbure des cartes, des angles. Alors, la qualité de la carte, sur la qualité, sur le matériau, sur la couleur, sur la finition, savoir si le jeu il va être en une seule langue, ou si on le fait en multilangue, ou alors si c'est prévu de le faire en multilangue après, est-ce qu'on essaye de mettre un max d'iconographie et d'élever le texte, parce qu'en termes de coût de production, ça a un impact aussi. Parce que si on fait 10 000 boîtes d'un jeu, si on fait 5 000 en anglais, 5 000 en français, il y a des coûts en fait qui vont se rajouter, plutôt que de faire 10 000 decks de 100 cartes, c'est moins cher que de faire 5 000 et 5 000. Donc tout ça, c'est des questions que je vais aborder avec le client, puis parfois sur la taille de la boîte, souvent ça c'est la chose qui est pas trop designée, je sais pas trop quelle taille est-ce qu'il faudrait. Donc là on va discuter là-dessus.
Sur les jetons, t'as mis des jetons en carton, mais peut-être qu'on pourrait mettre des jetons en bois. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est aussi de jouer au jeu. Alors parfois, on se met sur tabletop. Parfois, je les rencontre en direct, ou c'est lors des salons. Hop, ce qui est mieux pour ton métier. Ce qui est génial, c'est ça. Le matériel. Ça permet vraiment de voir, de manipuler, et de se dire, en fait, ça c'est cool, mais peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait faire ça. Et puis ça leur permet aussi d'avoir un autre regard dessus. J'ai fait aussi du game design sur des projets. Ça permet de donner une idée. Moi, d'extérieur, je suis joueur aussi, en me disant, moi, j'ai un jeu comme ça, je trouve ça génial, mais j'aimerais bien avoir ça en plus. Soit ça fait très longtemps qu'ils sont la tête dans le guidon et en fait ils ont pas imaginé faire autre chose que sur quoi ils bossent depuis 6 mois, plutôt que de mettre des jetons, mettre des petits personnages avec des découpes particulières, parce qu'en fait maintenant ça coûte pas forcément cher, ça dépend des usines avec qui on bosse. Élément par élément, on va se poser les questions et puis à la fin, moi ça me permet d'avoir ça et je dis ok, je reviens vers toi. Et puis après moi je reviens avec un coût de fabrication, avec coût de transport aussi, et puis les coûts annexes si jamais il faut faire des certifications, s'il faut faire des choses comme ça. Et là, on voit ok, si le projet il est viable ou pas, s'il faut travailler dessus. Tout cet aspect de vie, cette première phase, tu le factures déjà, ou si finalement vous travaillez pas ensemble, j'imagine des fois ça arrive quand même, ça s'arrête là Alors, ça je le facture pas, sauf si vraiment c'est des clients avec qui déjà je travaille. Oui. En banquise qui va me contacter, je vais commencer à travailler sur un jeu, je comptabilise, mais parce que on sait qu'on va faire le jeu, c'est juste qu'on sait pas encore forcément comment, on sait pas ce qu'on va faire. Et des nouveaux clients qui me contactent, oui, là c'est une partie, c'est un peu comme du courtage, j'aime pas trop dire ça parce que ça va vraiment très aspect sur le financier, alors même si c'est très important, c'est pas le plus important au final. Ça c'est une partie que je vais pas facturer aux gens, mais parce que je sais qu'après si jamais ça se transforme, bien sûr. Et on va dire dans 95% des cas, ça se transforme parce que les gens qui viennent, ils ont un besoin, et puis en général, comme c'est le bouche à oreille, ils ont déjà une certaine confiance aussi. T'as une quarantaine de clients, t'as géré environ, t'as comptabilisé 250 productions, donc voilà, ils savent qu'il y a une expertise derrière et que... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont besoin quand même de parler, ils ont besoin de discuter pour voir un peu. Puis quand on commence à aborder toutes les questions auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé, ok, j'ai besoin de ce gars. Ok, j'ai besoin de quelqu'un juste pour pouvoir me poser les bonnes questions, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me contactent en disant écoute, moi je veux monter une maison d'édition, alors même carrément on m'a proposé aussi de m'associer avec eux dans les maisons d'édition, alors ce qui est toujours flatteur, mais bon, moi c'est pas forcément ce sur quoi j'ai envie de partir, parce que j'ai pas envie de me mettre dans un carcan, mais j'ai déjà orienté des futurs éditeurs en leur disant écoute, on peut faire le budget, mais est-ce que t'as vu avec tel éditeur, est-ce que tu as été présenté ton jeu en tant qu'auteur pour voir en fait la chose? Oui, mais bon, j'ai eu des refus et tout ça, mais t'es peut-être pas allé voir les bons. Et donc du coup là, ça fait partie de mon réseau en fait que j'ai, où je vais orienter vers des éditeurs en disant va voir ces gens-là, va parler avec eux. Et puis du coup j'ai entre guillemets j'ai perdu des clients comme ça, mais en fait j'ai pas besoin de perdre ou de gagner des clients, c'est on va dire, du boulot t'en as. Du boulot j'en ai, ça fonctionne très très bien, j'en ai des nouveaux, voilà, il y a des gens qui font un jeu tous les 2 ans, il y en a qui font plusieurs jeux par an. C'est ça qui est intéressant, c'est toute cette discussion pour savoir si le projet il est viable, et jusqu'où est-ce qu'on peut aller, et si moi aussi mon intervention est pertinente dedans. Parce que si au final je vais coûter, je veux dire pas forcément plus cher, mais tu vois, quand on me contacte pour dire je voudrais faire 100 boîtes, 500 boîtes, oui on peut le faire, je peux donner des idées, on peut discuter, il n'y a aucun souci. Après ce sera peut-être pas moi qui vais gérer le truc. Moi là-bas j'ai créé Synergy Games, je me suis dit aussi qu'il y avait un souci pour les éditeurs de se dire je veux faire un jeu mais je sais pas comment faire, ou je fais un jeu tous les 3 ans et je peux pas faire de veille au niveau des usines parce que j'en fais trop peu. Et c'est pour ça Synergy Games, c'est l'idée vraiment d'engager une synergie entre tous les acteurs, entre les usines, les éditeurs. En fait, toute l'expérience de finalement tous mes clients, elle est en moi au final, et ça me permet de dire tiens, telle usine, là j'ai pu la tester avec tel client, on peut y aller, non, ça on va pas prendre de risque parce que c'est de ma responsabilité. Tu vas vraiment sur place voir les fournisseurs et les usines en Asie. Est-ce que parfois tu fais du sourcing pour découvrir des nouvelles usines? Moi, au niveau des usines, j'en ai déjà visité, mais ça fait un moment que j'y suis pas retourné. Alors je reçois aussi des vidéos des usines, chose qu'en effet c'est un petit peu fermé, on voit pas forcément, parce que c'est pas forcément toujours florissant, ce qu'on voit dedans, ça reste des usines parfois un peu, ça reste des entrepôts où dedans t'as les grosses machines d'impression, t'as les machines de découpe, t'as les chaînes de production, d'assemblage avec tout le monde qui est autour, que ce soit en Europe ou en Asie, c'est assez ressemblant en vérité là-dedans.
Il n'y a pas nécessairement un intérêt d'aller sur place, mais il y a une négociation qui se fait sur le long terme. Oui, alors il y a un intérêt du point de vue relationnel, du point de vue réseau, de voir aussi un peu comment ça fonctionne vraiment en détail, parce que chaque usine peut avoir quand même des différences, hein. Les machines sont différentes, l'assemblage est différent. Moi, ça fait partie là, de mes prochains projets dans les prochains mois, à partir en Asie pour faire un tour, donc prendre une dizaine de jours pour faire un tour en fait des usines. Et en effet, je fais du sourcing régulièrement, que ça soit en France, en Europe ou en Asie, de plein de manières différentes. Ça peut être sur les salons, ça peut être des gens qui me contactent parce que ils contactent des éditeurs avec qui je travaille et les éditeurs les redirigent vers moi. Ils vont m'envoyer des produits qu'ils font. Parce qu'en effet, il y a une responsabilité derrière de dire à mes clients, ok, on va travailler avec cette usine. Parce que moi, je vais faire plusieurs devis, je vais regarder à droite à gauche, en fonction du planning, en fonction des prix, en fonction du matériau. Et je vais présenter à mes clients en disant, voilà, j'ai ça comme prix, avec peut-être, soit ça peut être des niveaux de qualité différents, ou des origines de fabrication différentes. Et puis on va faire un choix en fonction de ça, et donc j'engage aussi ma responsabilité, c'est-à-dire que les usines que je propose, il faut qu'elles puissent faire le taf, et que la qualité quand même soit au rendez-vous derrière. Et donc tout ça, ça m'oblige à travailler vraiment en amont avec les usines en demandant, est-ce que vous pouvez m'envoyer des exemplaires de ce que vous avez fait, mais pas juste une boîte, un sample kit qu'on peut trouver sur les salons avec tous vos accessoires premium, vos super cartes, vos super jetons, vos super boîtages. Non, je veux vraiment un jeu que vous avez fait, un vrai produit. Parce que en fait, ce que vous proposez dans vos boîtes, ça coûte un bras, parce que ça coûte. Voilà, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment voir ce que c'est un vrai produit que vous allez faire. La qualité des jetons en bois, si toutes les cartes ont à peu près la même rendu, ou s'il y a des différences, si les coupes sont propres, si les choses comme ça, les couleurs aussi, comment est-ce qu'elles ressortent, les finitions. Et en fait, ça permet de voir un petit peu la qualité. Donc, tu sais les usines en lesquelles tu as confiance ou non. Oui, il y a des usines avec qui j'ai confiance. Et puis, ça aussi, c'est toute la communication que va faire. Parce que la communication, c'est super important. Il y a des usines qui vont pas être chères, mais par contre, avec une communication horrible. Alors, ça peut être sur l'anglais, des défauts de compréhension sur l'anglais, ça peut être du temps de latence de fou. Donc en fait non, on a besoin de sortir un jeu quand même rapidement dans des délais, parce que si on prend 2 mois de plus sur la prod, c'est 2 mois de trésor en moins pour l'éditeur. Oui, et par rapport à l'anglais, sur la sortie faut être sûr de bien se comprendre, d'avoir les bons termes, c'est des termes qui sont assez précis, et s'il y a des défauts d'interprétation, c'est des enjeux colossaux. Et donc de bien tout vérifier, parce que des usines qui disent oui on peut faire, et puis qui n'ont pas bien compris, ou alors qui ont vendu un peu n'importe quoi, et puis quand on dit ok on bosse avec vous, on lance le truc, ils disent non en fait on s'était pas compris, c'est ça, c'est plus cher. Ouais, mais maintenant on est engagé, donc on n'a pas le choix, faut qu'on y aille. Et donc tout ce travail-là, de se dire, de pas avoir de surprise avec les usines avec qui on travaille. Ce qui permet de travailler avec des usines un peu plus, je dirais, underground par rapport à celles qu'on connaît, que les éditeurs connaissent, qu'on peut voir même dans les salons maintenant de plus en plus. Même à Cannes, il y a de plus en plus d'usines. Le public même est surpris ou se demande, tiens, en ce moment il y a des jeux en vitrine et tout ça, vous vendez des jeux, tiens ce jeu-là ça m'intéresse. Non, eux ils fabriquent le jeu. Et ils sont là juste pour rencontrer les éditeurs, pas le public. Mais ils viennent de plus en plus sur les salons justement, que ça soit des Européens ou des Chinois. En général, il y a très très peu d'autres pays asiatiques qui viennent. Et ça permet de faire une veille, de les rencontrer, de discuter avec eux, et puis de voir un peu où ils en sont. Et donc comme ça, moi, il y a des usines qui sont très connues, qui sont très utilisées par certains clients, mais par contre qui sont plus chères ou qui sont plus lentes, qui sont un peu des usines à gaz, parce que c'est devenu des grosses usines. Victimes de leur succès. Victimes souvent de leur succès, avec des délais très longs. Alors qu'il y a des petites usines à côté de ça, qui sont super intéressantes, vraiment de la bonne qualité. Bon, que ça soit aussi en Europe, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup dans les pays de l'Est, mais aussi en Asie, on va vérifier qu'ils travaillent dans des normes humaines, qui sont correctes. Alors il y a des audits qui sont faits, tout ça, donc on vérifie aussi avec qui ils travaillent, ce qu'ils font et comment ça fonctionne. C'est pour ça que c'est important soit d'aller sur place, de voir un petit peu à quoi ça ressemble, pour justement se dire, tiens, ces nouvelles usines-là, parce que des usines actuelles qui ont fenêtre sur rue, c'était il y a 4 ans, des usines qui n'étaient pas forcément connues, mais il a bien fallu commencer à travailler avec. Et donc moi, mon boulot, ça va être de trouver ces usines-là, les usines actuelles maintenant qui se lancent, et qui, dans plusieurs années, seront connues, sont émergentes, où on va avoir des prix de fabrication qui vont être plus faibles, parce que beaucoup moins on va dire, de coûts annexes à intégrer à leur fonctionnement. Et puis de les aider aussi à se développer, parce que ça permet d'avoir une relation humaine très très proche. Parce que c'est parfois des entreprises familiales, ou en tout cas où il y a peu de personnes qui vont gérer vraiment toute la partie commerciale. Ça permet de parler beaucoup plus facilement avec les patrons aussi.
et puis vraiment de mettre en place, je vais pas dire des partenariats, mais des échanges privilégiés, puis de les aider à se développer en leur disant attention, là vous avez fait n'importe quoi, il va falloir améliorer ça. Ah ok, je leur dis bah voilà, dans d'autres usines on fait ça, on fait ci, il y a des contrôles de couleurs, des choses comme ça, ils ont des machines exprès, bon bah du coup, et ils regardent et ils vont s'équiper, et en fait ça leur permet eux de s'améliorer, et puis en même temps d'accompagner des usines à se développer pour augmenter les possibilités. Au début je le faisais sans m'en rendre compte, et puis maintenant en fait je le fais en me disant bah tiens, des usines avec qui je vais essayer de travailler parce qu'il y a un bon relationnel, ils sont pas encore parfaits niveau qualité, mais on peut peut-être faire certains jeux chez eux où ça passe, des jeux de cartes et tout ça, parfait nickel. Par contre des jeux plus gros avec des plateaux, avec des figurines, ils sont pas encore dedans. Et donc il va falloir un petit peu les aider à se développer là-dessus. C'est ça, et c'est donnant-donnant, tu leur donnes des projets, etc. Et après, sur le long terme, bah, c'est comme ça que tu vas aussi pouvoir négocier. Ou en tout cas... tout à fait. Mais il faut voir que je travaille pas en exclusivité avec des usines. J'ai toujours refusé de faire ça, on me l'a souvent proposer des usines qui disent tu veux pas être notre représentant, je veux gagner une autonomie complète là-dessus, parce que des usines avec qui je travaillais énormément il y a 4-5 ans, alors avant le Covid notamment, et ben en fait sont devenus obsolètes pour moi en tout cas. Voilà, alors oui, la qualité est toujours là, mais par contre les plannings, les coûts, enfin il y a des choses qui ne vont plus, deviennent invivables. Ça devient plus, et puis même si on avait des bons rapports, mais c'est toujours batailler pour essayer de renégocier et tout ça, non, parce qu'on y perd tous du temps, de l'énergie, et il y a d'autres usines émergentes qui arrivent. Enfin ça fait partie de ma veille derrière, que les éditeurs ne voient pas, mais moi en effet ça me permet de pouvoir avoir vraiment plein de possibilités et sans aller prendre de risques inutiles pour mes clients et pour leurs projets, parce que l'idée c'est que le projet soit propre aussi derrière. Tu engages ta responsabilité. Est-ce que c'est déjà arrivé que vraiment ça soit la catastrophe, que l'éditeur soit fâché parce qu'il y a eu un problème avec l'usine et c'est de ta faute quelque part? Je croise les doigts, j'ai jamais eu d'énormes problèmes. On a déjà eu certains soucis avec certains éditeurs où ça va être sur la colorimétrie, c'est-à-dire on va réimprimer un jeu, une extension. Ah ouais, ça c'est un vrai souci. Les joueurs et gueulent. Le dos des cartes, il est un peu plus vert. Et en fait, c'est de savoir d'où vient la responsabilité entre l'usine, entre l'éditeur ou moi. Ça se trouve c'était les fichiers ou la colorimétrie. Voilà, il y a des fois c'est les fichiers, il y a des fois on va râler, l'éditeur va dire c'est n'importe quoi, il a fait n'importe quoi, et puis du coup on regarde les fichiers, et puis on regarde le détail, on va vraiment regarder les couleurs, on a des petits outils exprès là-dessus, mais qu'on ne fait pas automatiquement, et en disant bah oui mais en fait regarde, le dos des cartes là, il y a eu un changement entre celui du première impression et celui de la deuxième, et pourquoi? Et donc du coup là c'est en interne, peut-être parce qu'ils ont changé de logiciel, au niveau de l'exportation, quand ils ont exporté les fichiers, du coup la colorimétrie a changé, les profils après, bon voilà, on va vraiment dans les détails techniques. Ça maintenant tu sais qu'il faut éviter, t'apprendre des erreurs aussi. J'ai eu des soucis par-ci par-là sur des jeux, donc ça peut être sur la colorimétrie, parfois ça peut être sur le nombre d'exemplaires, alors tu te rends compte que c'est l'usine qui a pas compris ou l'éditeur qui a mal communiqué, voilà. Moi de mon côté ça me fait toujours flipper à un moment quand je dis oh là il y a un problème, soit l'usine qui dit ça, soit là. Mais on va dire, la plupart du temps, ça vient pas de moi, pas parce que je veux me dédouaner de quelque chose, mais parce que, on va dire, avec l'expérience, fait que j'ai une checklist sur tous ces problèmes-là. En tout cas, j'ai jamais eu un problème 2 fois. J'en découvre toujours, mais de moins en moins, et puis on apprend toujours, forcément. Côté responsabilité, j'ai aussi une manière de travailler avec les éditeurs qui fait que je travaille vraiment comme si je faisais partie de l'équipe. Des éditeurs. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dedans. Je travaille pas vraiment en presta en disant bah voilà, je vous vends ça, je vous facture ça, et puis voilà, au revoir monsieur. Non, c'est vraiment, j'essaye vraiment de m'intégrer au projet, de savoir quel est finalement le cœur, l'essence de l'éditeur, parce qu'ils fonctionnent pas tous pareil, ils ont pas les mêmes envies, ils ont pas les mêmes principes, ils fonctionnent pas pareil. Il y en a qui ont un côté beaucoup plus, je dirais, plus humain que d'autres, il y en a qui ont des côtés vraiment plus proches de leurs clients, et suivant ça, on va essayer de s'adapter, et moi, il faut vraiment que je m'immerge dans chaque projet, mais aussi avec chaque client. Donc, le fait de travailler comme ça fait qu'au final, oui, je suis freelance, mais en fait, je vais être aussi... c'est comme si j'étais un intérimaire. C'est-à-dire que t'as besoin d'un chef de projet, t'as besoin de quelqu'un qui va gérer ta fab à un moment, tu peux pas te payer quelqu'un à 100%. C'est ça. C'est là où moi j'interviens, et donc finalement, je suis un peu comme un salarié, parce que je travaille aussi en toute transparence. Les usines avec qui je travaille, les logisticiens avec qui je travaille, c'est pas moi qui vais les payer, qui vais refacturer aux clients. C'est au final, tout se fait entre le prestataire et le client. Et moi, en fait, je vais facturer mon temps comme si on me payait en fait un salaire, mais propre au temps sur lequel j'ai travaillé. Et c'est cette transparence-là qui plaît à énormément de mes clients, même d'ailleurs à tous mes clients, certains qui viennent vers moi, qui travaillaient avec quelqu'un d'autre qui faisait à peu près comme ça, mais pas du tout de la même manière, parce qu'ils ont cette
cette transparence à se dire, ils ont envie de vivre l'aventure, ils ont envie de savoir ce que c'est. Et moi, je cache pas du tout ça, parce que ma valeur ajoutée, ça va être toute l'expérience, tout le conseil, et aussi le fait de pouvoir leur enlever une charge mentale énorme en se disant, j'ai quelqu'un qui gère ça, je peux lui poser des questions quand je veux, il va me répondre, sans faire 20 000 allers-retours, et ça va très très vite. J'essaye toujours de trouver des bons arrangements quand il y a des problèmes entre l'usine et l'éditeur, savoir... Ok, qui est le fautif? Ok, bon, c'est l'éditeur, mais allez, l'usine, on travaille souvent ensemble, est-ce qu'il y a moyen de faire un 50-50? Oui, en général, on y arrive. Donc ça permet aussi de faire des économies sur des coûts indirects là-dessus. Et, voilà. Et au final, comme je dis, je croise les doigts de jamais avoir de gros soucis. Ça fait partie de mon métier. Si jamais il y en avait un jour, je dirais à un moment, oui, il y a peut-être la responsabilité de dire si vraiment moi j'ai merdé, ça va être, ok, je repaye une prod dessus et je vais perdre ça, je vais repayer une partie. Enfin, ça pourrait arriver, mais jusque-là, ça s'est jamais passé. Pour terminer, quelques exemples encore concrets que tu m'as ramenés, et on peut faire des objets très différents. Donc là, une espèce de livre-jeu, hein, c'est l'éveilleur. Ça, c'est de l'éditeur, c'est D Architecture Art. Donc c'est Guillaume Tavernier qui est le patron de cette maison-là. Alors il est tout seul, c'est une petite maison, mais il est illustrateur à la base. Il illustre pas mal de jeux. Les illustrateurs, souvent, leurs noms sont un peu dans le public, sont souvent un petit peu inconnus. Mais après, quand on commence à regarder, on voit qu'en fait, il a fait pas mal de belles choses. Moi, j'adore ses illustrations, et en fait, il édite aussi à côté. Et donc, oui, il y a le jeu de société, mais maintenant, il y a aussi, on commence à avoir beaucoup de médias un peu transverses là-dessus, à avoir des livres-jeux ou des mélanges. Alors parfois aussi, j'ai des clients qui font aussi avec des applications numériques derrière, des choses comme ça. Là, on va être plutôt sur le livre-jeu, c'est-à-dire on va vraiment être entre le livre et le jeu de société. J'ai travaillé avec lui là-dessus pour essayer de faire justement un boitage un petit peu particulier, qu'on puisse réutiliser, parce que là, c'en est un, c'est d'une gamme, mais en fait, il y en a un autre qui est sorti, là, on en prépare 2 autres, ça marche super bien. Après, c'est une petite maison d'édition, du coup, pas une grosse force de frappe en premières éditions, donc en fait, ça s'est écoulé, rupture de stock très très rapidement là-dessus. On a un livre à l'intérieur, on a des cartes, et puis il y a au-dessus un petit tiroir où on appuie, on sort, il y a un petit tiroir, ça permet de mettre, dedans, il y a des cartes de jeu, et on peut y mettre aussi du matériel. Guillaume, il est venu me voir en me disant, moi je veux faire ça, j'ai ça dedans, je sais pas trop comment le faire, il y avait des idées, des choses comme ça. Et puis du coup, j'ai dit, écoute, on peut peut-être tester autre chose. Et puis on a commencé à lui proposer d'autres formats, et on est arrivé au final sur ce format-là. Et une des étapes du processus, c'est de passer par des prototypes en blanc. Voilà, donc ça c'est un prototype, c'est quasiment le même, alors là c'est pas exactement, mais voilà, c'est un prototype en blanc où dedans, tout est vraiment, c'est pas imprimé. Ça permet de faire ça assez rapidement dans les usines pour vérifier la taille du matériel, tout vaille bien, et puis de se faire envoyer ensuite les gabarits pour que le graphiste et l'illustrateur puissent travailler là-dessus, maquette, m'envoie ça, et ensuite on va faire une impression numérique. Donc on va recevoir la même chose, mais imprimée. Ça va ressembler à ça, mais pas forcément dans les matériaux définitifs. Ça va être en partie avec de la découpe manuelle, avec des assemblages, des pliages manuels. Donc la qualité, on va voir des différences dessus. Et puis on va pas avoir les vernis dessus, on va pas avoir tout ça. Mais ça va permettre de vérifier que tout est bien calé. Et ensuite, on va faire les dernières modifs sur les fichiers en se disant « Ouais, ok, ça c'est pas mal, ouais, là je préfère ça, attends, tiens, il faut que je rajoute 2-3 cartes dedans, donc on va réépaissir un petit peu. » Et puis ensuite, on va lancer la production finale, et donc on va recevoir un exemplaire qu'on va valider aussi. Donc ça, c'est vraiment les étapes qu'on va essayer de faire le plus en amont possible. La partie de prototypage, elle est assez importante, et souvent aussi, on se rend pas compte, c'est que ça coûte finalement de faire ça, de faire des prototypes, travailler avec les usines. Il faut les bonnes usines qui vont travailler, qui vont faire un peu de développement en interne, qui sont capables de faire ce genre de proto en blanc, pas trop cher et rapidement. Tu fais toujours des protos en blanc ou c'est pas J'en fais quasiment systématiquement. Après, c'est vrai qu'il y a des jeux, quand c'est juste une boîte avec des cartes, on va répéter une gamme. Ça vaut pas le coup. Je le fais pas. Par contre, on va le faire en impression numérique, donc pas en offset, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire où là, on va enclencher vraiment les grosses machines d'impression qu'on va utiliser. Donc, dès qu'on va faire plusieurs milliers d'unités, oui, pour que ça soit plus éclatant, qu'on puisse mettre les vernis, pour que ça soit plus répétitif, passe dans des machines automatisées, semi-automatisées. Là, on va être sur l'impression numérique, donc là, vraiment des gros traceurs, des grosses imprimantes, et puis ils vont sortir ça, ils vont assembler, puis on va vérifier. Alors, il y a différentes phases de test. Parfois, on se fait aussi envoyer juste des feuilles d'impression en offset, juste avant de valider la production, mais ça coûte assez cher, parce qu'il faut qu'ils lancent tout
tout le processus d'impression sur des énormes machines, qu'il l'arrête, et puis alors dès qu'on lance, on n'imprime pas juste 2 feuilles, c'est-à-dire que nous on en a besoin que de 2, mais en fait ils en impriment 100, et puis bon, tout le reste est jeté, donc j'essaye quand même de minimiser un petit peu ça quand c'est pas nécessaire, pour pas non plus gâcher trop de matière et tout ça. Voilà. Et en fonction des projets, bah oui, on va voir si on a besoin de faire un exemplaire en blanc ou 2, et puis ensuite on fait des exemplaires numériques. On fait beaucoup d'exemplaires numériques, notamment en pré-prod, pour aussi envoyer aux influenceurs. Souvent, ce qu'ils reçoivent, c'est pas la boîte définitive, ça va être une boîte avant. Enfin, quand c'est par exemple sur des financements participatifs, ou des jeux qui sont encore en développement, qui sont encore en prod, mais on n'a pas les boîtes de prod, donc on fait des boîtes numériques. Donc la qualité, parfois ça se voit un peu, alors à la vidéo ça se voit pas, mais il peut y avoir parfois des petits détails, où quand on a l'œil, on arrive à voir quand c'est numérique ou pas. Et puis alors, Medium, un jeu de chez Don't Panic Games, donc là on a des reflets dorés sur la boîte, ça fait peut-être partie des genres de trucs qui se réfléchissent dans la fabrication. Oui, tout à fait. Bah, ça c'est des petits détails. Alors on peut faire en effet des finitions métalliques comme ça, dorées. Alors il y a même là différentes manières de les faire. On peut faire du à chaud, à froid. Alors on va avoir des effets plutôt négatifs ou positifs, et puis alors juste un petit dépôt dessus. Et on va faire aussi des vernis sélectifs. On voit sur pas mal de jeux, c'est juste des petits vernis à certains endroits. Il y a pas mal de finitions comme ça qu'on peut faire. Et ça, on se rend compte que suivant les usines, suivant les matériaux, suivant les éléments, finalement ça coûte pas forcément très cher. Alors faut pas le faire n'importe comment, faut pas promettre tout aussi, voilà. Mais on peut le faire sur les cartes, on peut le faire sur les plateaux. On peut faire des finitions aussi un petit peu texturées, ce qu'on appelle les effets Linen, qui se faisaient beaucoup dans les financements participatifs. C'était des stretch goals en disant on va mettre du black core sur les cartes, on va mettre un effet Linen sur les cartes. En fait, il y a des fois, je dirais pas un peu du vent, mais on a l'impression que c'était des trucs vraiment très deluxe. Alors qu'en réalité, c'est des trucs, je dirais, presque standards, que ça peut coûter un peu plus cher suivant les usines, mais même dans le black core ou dans l'effet texturé, il y a aussi différentes qualités. Quand on va travailler sur les devis, on va dire, tiens, on pourrait peut-être faire ci, faire ça, et puis on voit à la fin combien ça fait, et puis on enlève des options pour arriver un peu à ce qu'on veut. Medium, en effet, ça a été... c'est assez basique, hein, c'est doré, il y a pas mal de petits jeux comme ça. Mais tu me parlais du porte-carte en carton également. Ça fait partie vraiment des petits développements que j'aime bien proposer. L'idée c'est que dedans, donc Medium c'est un jeu où on va mettre des cartes devant soi, et avec ses adversaires, on va jouer avec les cartes, avec le dos des cartes, avec le devant des cartes. Donc un peu comme dans Anabi, enfin dans le principe, hein, évidemment pas dans la mécanique. Il y a les Tribus du Vent, peut-être. Tribus du Vent, ouais. Après il y a pas mal de jeux comme ça aussi. Ouais, avec des porte-cartes. Maintenant on commence avec des porte-cartes en plastique et tout. Bon, l'idée était de se dire, on n'a pas envie de mettre de plastique, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et donc du coup de faire un porte-carte en carton, mais qui soit quand même pratique et utile, qu'on puisse réutiliser. Donc là, il y a eu tout un travail dessus. Moi, j'ai designé quelque chose de mon côté, et puis j'ai vu ensuite avec des usines savoir qui était capable de me faire ça. Ça, c'est une des 3 parties du support. Et ça s'agence de manière à pouvoir avoir un support vraiment que en carton. Ça marche plutôt pas mal. Après, maintenant, je commence à le réutiliser pour d'autres jeux, à proposer ça pour d'autres jeux. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre des cartes dedans. Donc, par exemple, là, basiquement, on met une carte, mais elle se met dedans, et puis ça tient bien, et ça permet de voir vraiment des deux côtés. Et tout ça, c'est en carton. Pour réduire un peu le plastique, même si le jeu est fait en Asie, parce qu'il y a d'autres matériaux dedans, il y a du bois imprimé, des choses comme ça, de réduire au maximum le plastique à l'intérieur, finalement c'est pas plus mal. Si au moins on peut faire ça. Après ça te crée un précédent, et tu sais que si t'as d'autres jeux qui demandent des porte-cartes, t'as maintenant cette possibilité-là. J'ai cette possibilité-là, je peux l'adapter aussi, on peut peut-être faire un double, un triple porte-carte avec différents... Voilà. Puis après quand j'ai des demandes, je dis tiens regarde, j'ai déjà quelque chose, puis là c'est déjà fait, puis on va beaucoup plus vite dans le travail. Et dans Inkit, une des spécificités c'est qu'il y avait des tampons, du coup ça a été pas mal de travail aussi. Ça a été une belle galère. Donc c'est un jeu de Banquise Édition, donc justement ça fait partie des petits défis qu'aime bien proposer Bertrand. Et oui, Inkit ça a été un peu une galère, alors non seulement sur les tampons en eux-mêmes, mais aussi sur la certification des encres. On est sur des jeux qui vont être en 8+, en 10+, et donc à partir de là ça veut dire qu'il faut qu'on ait une certification, une norme CE, et il faut du coup que ça passe dans les laboratoires. Ah oui, pour que s'il y ait de l'encre sur les doigts, etc., ça se soit pas... Oui, à partir du moment où il y a... De toute façon, même un jeu où il n'y a pas d'encre, où il n'y a pas de choses comme ça, il faut que les matériaux soient CE, et ça peut être du bois aussi, alors soit parce qu'on l'avale, mais juste aussi au toucher, pour pas qu'il y ait des dépôts, et puis après on se met dans la bouche, et puis on s'empoisonne au fur et à mesure. Alors évidemment, il en faudrait beaucoup, mais voilà, là c'était important de savoir déjà le silicone des tampons, l'encre
aussi. Et puis alors on rentrait dans d'autres normes parce que en fait l'encre c'est en partie liquide, et donc quand c'est des liquides ça veut dire que ça va demander d'autres normes qu'il faut faire certifier. Et donc il y avait tout ce travail là déjà d'arriver à trouver des tampons, parce que les tampons donc ils ont des formes différentes, de savoir finalement est-ce qu'on fait des tampons avec un silicone qui va prendre, alors est-ce qu'on fait un support en bois derrière ou est-ce qu'on le fait en tout silicone, est-ce qu'on va faire le silicone qui prend toute la surface du bois, ou est-ce qu'il faut que ça tienne quand c'est collé dessus, la couleur du silicone aussi, la qualité du silicone des matériaux, pour savoir si est-ce que l'encre va bien adhérer, est-ce qu'on va pas devoir tamponner plusieurs fois et que ça va être chiant à tamponner, est-ce que l'encre va tenir dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas à changer ou que ça va durer 3 parties et puis qu'après on n'est plus. Donc là il y a eu un énorme boulot, donc là c'était moi de mon côté, Bertrand il m'a dit écoute voilà, faut trouver des solutions là-dessus. Travailler avec les usines, du coup j'ai travaillé avec des usines avec qui je travaille pas d'habitude parce que là on était vraiment sur quelque chose de particulier, il fallait certifier, et encore on a eu des soucis, c'est-à-dire que la première certification n'est pas passée alors que ça devait, parce que l'usine qui fournissait les encres à notre usine d'assemblage, d'impression et d'assemblage, a peut-être pas utilisé le bon encre, ou en tout cas en utilisant certains pigments, parce que nous on a donné donc des colorations particulières, des Pantone pour qu'ils suivent, et en utilisant certains pigments, ces pigments-là en fait n'étaient plus certifiés. Alors que bleu c'était bon, mais ce petit mélange de bleu et de vert qui fait qu'il avait une teinte un peu plus turquoise fait que non, le vert lui il est pas bon, et fait que ça en dépasse certaines doses. Donc il a fallu ensuite retravailler, du coup on a pris un petit peu de retard à un moment, parce que il a fallu faire revoir ça auprès de l'usine, puis alors là du coup c'est les discussions avec l'usine en se disant là c'est de votre faute, on avait bien certifié nous ce qu'on voulait, donc c'est à votre charge, donc ils ont accepté de le prendre à leur charge, ils ont fait des trucs, ils n'avaient pas trop le choix, mais c'est toujours quand même la petite bataille là-dessus, puis ils savent que derrière on va revenir avec d'autres projets, on a d'autres choses, donc ils ont tout intérêt quand même à être conciliants, puis on a quand même des bons relationnels. Et vous êtes passé par plein c'était un sacré boulot sur celui-là. Oui, alors là, par exemple, on a du silicone transparent sur celui-là, donc c'est un type de silicone. Au final, on a choisi un silicone gris dans le jeu. Donc on fait faire des échantillons aux usines, on s'en envoie, puis finalement on leur dit non, désolé, on travaillera pas avec vous. Tout ça, ça peut coûter de l'argent, mais après, quand on connaît les usines, on va dire, ils arrivent à faire des choses. Finalement, on va pas forcément payer, puisque derrière, moi j'ai d'autres projets que je leur amène, donc on s'arrange un peu sur tout ça. Ici, les tampons ont une forme liée à la forme qu'ils représentent, ce qui n'est pas du tout le cas dans le jeu final. Donc là, le rond est rond. Parce que c'est plus cher, déjà, de faire des formes spécifiques. Et puis aussi parce que... C'est compliqué à manipuler, non ? C'est un peu plus compliqué à manipuler pour certains. Par contre, ce qui est bien, c'est par exemple pour l'orienter, parce que du coup, tu sais vraiment comment le triangle est orienté. Ouais. Mais par contre, il y a aussi... ça crée des angles. Et du coup, les angles, aussi pour la manipulation avec les enfants et tout ça, si jamais... Du coup, il faut les arrondir, donc... En termes de fabrication, c'est encore un petit peu plus cher parce qu'il faut retravailler ces angles-là. Plein de facteurs qui font qu'à la fin, on se dit en fait, on va partir plutôt sur ça, sur cette option-là. Mais il faut voir que c'est des projets sur lesquels on va travailler pendant des semaines, des mois, en attendant les retours de l'usine, les retours de certification. On croise les doigts pour que ça passe ce coup-ci. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis on va dire aux usines, mais est-ce que vous avez vérifié justement les pigments ? Parce qu'ils étaient là, ils me disent mais non, normalement c'est bon, ça passe. Je dis non, les tests de labo disent que ça passe pas. Et donc du coup, on essaye de les mettre sur des pistes, ils regardent, puis ils reviennent, puis ils font ah oui, en effet, du coup. Ou alors on va changer. Du coup, ils ont changé ils peuvent changer d'usine aussi qui va leur fournir en fait ça. Après, ça c'est tout leur business en interne où ils voient la seule finalement requête que nous on a, c'est il faut que ça soit certifié. Vous êtes engagé, vous devez le faire. Et il y a des fois dire oui, mais ça va coûter plus cher. Il y a des fois on fait des compromis, on veut bien payer un peu plus cher, mais pas toute la facture parce que c'était pas ce qui était prévu au début. Voilà, et tout ce jeu-là, sur Inkit, c'était un sacré défi. Maintenant, c'est bon, ça roule, on fait des réimpressions, et puis ça fonctionne. Mais le prix a un petit peu augmenté par rapport au début, parce que justement, l'usine a vu que finalement, ils s'étaient engagés sur des choses qu'ils n'avaient pas pu. Voilà. Mais ça, après, on fait des accords, et puis au final, on y arrive, quoi. Ok, Nico, on pourrait t'écouter pendant des heures, c'est passionnant, parce que c'est un secteur qu'on connaît très très mal. Mais pour amorcer une conclusion... Tu le dis, c'est un métier où tu comptes pas tes heures, où t'adores ce que tu fais. Qu'est-ce qui fait que ça t'anime ? Est-ce que ça te permet de prolonger ta passion autrement ? Est-ce que c'est le côté défi qui te plaît, le défi technique et de dire « Ah, j'y suis arrivé ». Je pense que c'est la diversité des projets sur lesquels je vais travailler et toutes les aventures auxquelles je peux participer. Parce que c'est ça qui est génial, c'est un métier de passionné, donc ceux qui viennent me voir, c'est des passionnés. Et moi j'y suis aussi, et en mélangeant tout ça, on arrive vraiment à avoir des interactions géniales sur des projets. Alors, il y a des projets
je dirais pas qui font pchit, mais qui marchent pas aussi bien que ce qu'on voudrait, mais bon, ça, c'est un peu comme tout. Mais voilà, sur Opération ZEP, c'est une aventure géniale qui s'est fait très vite, et puis où ça fonctionne, et c'est des gars qui sont adorables. Il y a des maisons d'édition qui vont se lancer dans des aventures, qui vont tenter des trucs, et puis ça va fonctionner. Et tout ça, en fait, c'est ce qui fait que ouais, tous les matins, c'est cool, c'est tiens, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va m'appeler, sur quoi est-ce qu'on va bosser? Alors il y a des parties qui sont moins drôles que d'autres, il y a parfois juste on va exécuter, on dit bah voilà, hein, là il faut faire telle boîte de jeu, il y a tant de cartes dedans, c'est comme tel jeu, c'est juste qu'on va changer les illustrations, les machins. Bon. Là c'est un peu plus l'exécutant. C'est un peu plus l'exécutant, mais par contre il faut quand même bien le faire. Donc ouais. Je veux dire, voilà. Avoir la même rigueur. Avoir la même rigueur, voilà, c'est tout un effet de rigueur, et puis après il y a quand même l'effet un petit peu optimisé, quand même toujours retravailler les prix, pas juste se laisser tout le temps s'endormir sur ses lauriers avec une usine en disant bon, c'est bon, ça marche et tout, parce que les usines parfois peuvent en profiter. Donc voilà, ça c'est des petits jeux, j'aime bien aussi, je vois un peu tout ça comme un jeu. Déjà rien que la mise en place, développement aussi de mon activité, c'est un jeu, d'arriver aussi à créer ce réseau, à travailler avec les usines et tout ça. Et puis tous les jours c'est un peu ça, alors il y a des fois il y a des petites difficultés, mais quand on y arrive c'est cool, et puis en général, on va dire les gens sont bienveillants, ça se passe super bien, voilà. Et voir toutes ces aventures et tous ces jeux qui se créent, c'est surtout les nouveaux éditeurs, ceux qui veulent se lancer dedans. Il y a des fois, je casse un peu leurs rêves, parce que je suis obligé quand même de leur expliquer vraiment comment les choses se passent, et ce qu'il faut s'engager en termes d'énergie, en termes financiers. Ça va pas être possible, les gars. En tout cas, je leur donne tous les outils pour qu'ils puissent savoir si c'est possible ou pas. Jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller. Parce que juste avoir un jeu c'est bien, mais après le produire, je veux dire ok, moi là je peux les aider sur tout le reste, je pourrais moi-même éditer des jeux, mais je choisis de le faire pour les autres, pour justement les accompagner, qui se posent les bonnes questions et qui voient si c'est le bon moment, si c'est la bonne manière, s'il faut faire un financement ou pas, parce que c'est peut-être pas nécessaire. C'est toujours assez grisant de voir d'où on part et puis où on va être 1 an, 3 ans, 5 ans plus tard. C'est assez valorisant de voir voilà, les jeux qui fonctionnent, les éditeurs qui vont ressortir d'autres jeux, parce que c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi que ces maisons d'édition vont fonctionner dans le temps, et d'être derrière un peu en homme de l'ombre pour les aider à essayer de mettre tout ça en place, et puis après qu'ils puissent, voler de leurs propres ailes. Les conseils du début, après c'est bon, ils ont tout compris. Et donc le 2e, 3e projet, ils se posent moins de questions, ils sont plus rassurés, ils sont moins... Voilà. Et ça, c'est aussi très agréable, parce qu'eux-mêmes sont très reconnaissants là-dessus. Ça facilite le travail de tout le monde. Merci beaucoup pour cette fenêtre sur cette sphère, ce sous-milieu du jeu de société qu'on connaît pas du tout. Merci pour ton expertise. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Dites-nous si ça vous a intéressé. Je crois que Nico, dans ta passion, tu seras partant pour répondre à des questions supplémentaires s'il y en a. Tout à fait. On sent que tu aimes bien parler de ton métier. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.